Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. 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 Et comment allez-vous ce soir? Ça va particulier parce que, pour vous mettre en contexte, on a du nouveau matériel, puis là, on vient d'entendre en live l'intro. D'habitude, on se l'imagine, puis tu sais, je nous réécoute pas souvent. Fait que je suis pas habitué d'entendre la toune. Ben, je suis content de me rappeler qu'on était 4. Ouais, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait modifier l'intro. Ça fait 1 an et demi Ouais, c'est on vous ça. donne la mauvaise J'avais de information. nouvelles intros il y a 6 mois, ben c'est perdu dans les lèvres des Hey, conversations. c'est vrai, il faudrait absolument que je me mette là-dessus. Écoute, non, c'est une priorité à partir de maintenant. Parce que ça fait du bien de l'entendre. Non, nouveau matériel, mais mêmes anciens gars. Ouais. Donc ça, je sais pas si c'est un problème, si c'est un bon coup ou un mauvais coup. Et on va avoir beaucoup de choses dans les prochains jours, parce qu'on s'entend là... le mois de cinéma n'a pas de bon sens. C'est-tu moi où je m'étais déshabitué à la période des blockbusters? Bon, je sais pas, j'ai déjà vu Spider-Man, puis j'ai vu aussi Transformers, j'ai même, t'as de l'avance, là. j'ai même vu Nickelback. Ah non, non, t'as de l'avance sur nous autres, là. Puis honnêtement, je sais plus où donner de la tête, parce que tu vois, en fin de semaine, je regardais ce qui s'en vient. Moi, je vais voir Cœur de Slush demain. Donc, si vous écoutez aujourd'hui, c'est demain. Mais si vous écoutez après... Émission spéciale vendredi sur Cœur de Slush. Oui, avec invité spécial, juste des jeunes filles de 16 ans. On demanderait à Edgar Fruitier de ne pas écouter, s'il vous plaît. Joke d'Edgar Fruitier ici. Mais tout ça pour dire que j'y vais demain. Mais C'était pas des jeunes hommes? Ouais, lui, c'était des jeunes hommes. Hein. Il aurait fallu que je change mon Jean-François Harrison. Ah, ça aurait mieux marché Ça peut-être. va-tu mieux marcher? Ouais, vieux un peu, là. Ça sent pas Jean-François Harrison. On est plus dans son target. Si tu veux y aller rough à soir, là. Oh, tabarnak. On teste notre nouveau matériel pour la dernière fois, puisqu'on sera probablement saisi d'ici les prochaines semaines. Donc, voilà. Mais sans blague, tu sais, je veux dire, je voulais juste illustrer qu'il y a un film québécois qui sort vendredi. Il y a Flash qui sort vendredi. Il y a Elemental de Pixar qui sort vendredi. Oh, que ça a l'air bon. J'ai vu la bande-annonce après-midi. Ça Ça a tellement de l'air cool, là. Je suis vraiment bien, vendu. vraiment l'air bien. Mais t'imagines-tu à quel point, tu sais, puis t'es notre gars de chiffre, Alan, à quel point le combat est presque perdu d'avance, là? Ben, on le vu avec ce qui s'est passé avec Transformers en fin de semaine. Par rapport à Bumblebee, il a fait 3 fois plus. Il a coté 60 millions. Il a bien fait à l'international, sauf que Spider-Verse a fait 55 millions dans sa deuxième fin de semaine. Possiblement que Spider-Verse n'aurait pas droppé de presque 60% si Transformers n'avait pas été là. Puis si Spider-Verse n'aurait pas été là, possiblement que Transformers aurait fait 80 millions. C'est incroyable. Ça veut dire que là, ils vont se cannibaliser les uns et les autres, là. Oui, parce que là, on embarque avec Chemin de Flash qui embarque en fin de semaine. Après, on va voir Indiana Jones. Exact. Et le plus gros problème qu'on a au box-office présentement, là, c'est quand Nolan va se faire casser la gueule Avec Oppenheimer. par En même temps que Tom Barbie. Cruise. Parce que le problème, c'est que Tom Cruise a sauvé le cinéma avec Top Gun, puis le 3/4 de son cash, il l'a fait en IMAX. Et le douchebag de Nolan, lui, il signe des accords avec les IMAX. Ça fait que Tom Cruise se fait kick out 2 semaines après la sortie de son film. Il se fait bumper pour Oppenheimer. Un film qui va faire peut-être 50-60 millions. Puis Ben- on parle de Mission Impossible qui risque de faire peut-être du 350. Ouais, mais je regardais... Oui, t'allais dire, Jean-Nic? Ouais, c'est dur à dire parce que c'est pas pour rien qu'ils font ça, Nolan, d'habitude. Ils rapportent. Pour les studios, là, il est ce qu'ils aiment. Ils rapportent l'argent puis les critiques. Fait que- Non, ben, ces derniers films, ça n'a pas été le cas. Non, mais moi, ce que je vois surtout, c'est les projections de Flash qui sont, ma foi, catastrophiques, là. Ça peut pas faire 70 millions, là. Ben, ça va être du bouche-oreille, ça va dépendre. Puis ça peut être aussi le box-office mondial. Mais sauf que le super-héros, là, il pogne plus en Chine. Là. Non, ils sont tannés, là. Puis, tu sais, c'est parce que je continue à dire que l'idée d'avoir annoncé tellement fièrement qu'ils ont sacré à terre le DCU, puis qu'elle allait rebooter, puis Pour qu'elle... finalement se rattraper à moitié en disant « Oh, mais non, parce que Flash, dans le fond, c'est un peu le début de tout ce qu'on crée sa terre. »
C'est arrivé tard, là. Ouais, mais sauf que ça a été très mal apporté. Ben oui, puis c'est arrivé tard. Puis quand il y a le douchebag qui est rentré au 8e étage, ou au 120e étage, puis, il a menacé tout le monde pour voir son propre film, puis On parle de Dwayne Johnson. sérieusement, Dwayne Johnson a fait mal au DCU, sérieux. Là. Mais en même temps, tu sais, ça me fait penser à ceux qui veulent faire des transitions dans la vie, là, puis qui sont pas prêts à enlever le plaster d'un seul coup. Les gens de DC se sont accrochés à Johnson comme si c'était une bouée de sauvetage, alors que le move que Gunn a fait, il aurait dû le faire tout court. Bien avant. Puis tu sais, le monde chiale, puis là, ils sont en train de dire, on le voit déjà, Gunn, ça pogne pas ce qu'il fait. Gunn, il n'a rien fait à venir à date. Tu sais, je veux dire, il gère les produits qui sont en place. Là. Oh, oui. Tu sais, Batgirl s'est fait canceller avant qu'il arrive, puis le reste, je veux dire, c'est des films qui étaient tournés presque au complet. Là. Absolument. On était en poste. Là. Lui, là, tout ce qu'il peut faire, c'est comme, ben, il faut quand même que je les mousse, même si c'est pas mon univers à moi. Mais tu sais, ils sont complétés, ces films-là. Il faut les rentabiliser. Le plus qu'ils vont faire de cash, ça ramènera pas le Snyderverse, mais au moins, ça va lui donner une attitude, puis pour lui, pour faire ce qu'il veut aussi. C'est pas grave, c'est parce que le plus gros problème de James Gunn reste quand même que si que les doigts et les manches sur Twitter, Ah, ça arrête qui pas. Là. prennent un break de temps en temps, Ah, il arrête il est pas. Mais impulsif. On l'a vu avec Guardians 3, si il nous sort de la qualité de même avec le DCU, moi, j'ai pas de Ouais, problème mais c'est parce avec ça. que moi, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du marketing, quand le monde plante son DC, c'est le premier, là. Ah, il est très émotif. Il trigger, puis il répond tout de suite. Puis, tu sais, puis ce gars-là, il sait tellement qu'il y a ce problème-là que son Twitter est programmé, je pense, pour que ses tweets s'effacent aux 2 semaines, là. Lui, il veut pas laisser d'arriérage parce qu'il y a eu des problèmes avec des Ben petits oui, jokes on s'en souvient, là. d'Edgar Fruitier, Ben oui, justement. ça l'avait sorti de Guardians of the Galaxy. On était même pas sûr qu'il allait revenir pour faire le 3, rappelez-vous. On l'avait sacré dehors chez Disney à grand coup de pied dans le cul. Là. Oui. Puis d'ailleurs, ça a laissé une tâche. Puis si DC peut mettre la main sur Guns aujourd'hui, c'est probable. Un gros merci C'est à ça. cause de Là. ça, ouais. Un gros merci à ce que Disney avait fait. Peut-être avant d'aller dans nos sujets plus principaux, je vais juste vous entendre parce que je regardais que Disney... Et là, c'est la question que j'ai pour vous autres, c'est est-ce que c'est une réaction à on est en train de perdre de l'argent, on va pas bien, puis c'est de la merde, ou la grève des scénaristes est en train de nous faire calissement mal, mais il y a eu une vague de report aujourd'hui hallucinant. Là. Ben, tu sais, c'est parce que ça touche surtout Marvel et Star Wars. Avatar aussi. Avatar aussi, mais Avatar, ça coûte des milliards de dollars. Mais sauf que la grève des scénaristes, je pense que ça touche peut-être 60% de la cause. Mm-hmm. Le reste, c'est que le MCU avec Jonathan, Jonathan Major qui joue Kang. Puis, tu sais, il y a même des accusations qui sont tombées contre Namor. Eux autres sont chanceux, il n'y avait pas encore les droits du personnage, qui ne pouvaient pas vraiment encore l'utiliser, sauf que ils ont pas mal de boîtes sur leur phase 5. Disons que le gars qui est en réunion avait dit « Hey, on a juste à remplacer Kang par Namor comme vilain principal. » Pas de mauvaise idée. Puis tu sais, ce genre de film-là, là, c'est pas des petits films indépendants où genre le réalisateur est aussi le scénariste, puis son scénario, il tripe dessus, ça fait 10 ans qu'il est écrit, puis il sait où il s'en va. Tu sais, c'est des machines à saucisses. C'est des machines à saucisses. Fait que souvent, dans ce genre de projet-là, les scénarios, c'est comme, c'est un 8e draft, ils sont 8 à avoir passé dessus, ils décollent le projet, puis ça va encore se faire modifier dans le day-to-day. Pendant là, avec que les gens travaillent... des scénaristes, c'est ça. Puis pendant que les gens travaillent dessus, là. Exact. Puis ce qui arrive avec la grève des scénaristes, c'est que là, c'est interdit. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Ce genre de film-là, ils peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils sont habitués de faire comme, bon, on va travailler avec un draft, anyway, on va faire des modifications. Là, ils n'ont pas le droit de faire des modifs. Les gens d'effets spéciaux se plaignaient justement de ça, qui travaillaient sur des effets spéciaux, sur des scènes qui étaient coupées, rajoutées, refaites. Mais c'est un des problèmes avec Deadpool 3. Le tournage était supposé commencer. Lui, le scénario est fini d'écrit. Mais le problème, c'est que Ryan Reynolds est un gars qui a beaucoup fait de l'improvisation. C'est un scénariste puis il aime beaucoup faire de l'improvisation. Mais mettons qu'il arrive dans le film, pendant qu'il tourne, il fait un one-liner qui pointe tout le monde, fait c'est du foutu génie. Ils peuvent pas le mettre. Ils peuvent pas le mettre, il faut qu'il jette la scène. Hey, c'est fou raide, là. Alors, puis pour Avatar, James Cameron, même avant la grève des scénaristes, nous a quand même habitués à ce genre de délai-là. Presque l'ensemble du projet est décalé de 1 à 3 ans, dépendamment des suites, là. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça, parce qu'aujourd'hui, ils ont comme annoncé plusieurs, c'est extrêmement aventureux, parce que, tu sais, c'est comme, le prochain Avatar, il est genre dans 5 ans. Puis genre, il y a comme... Avec le 3 et le 4, je pense qu'il y a un gap de 3 ans. Là. Je fais comme, OK, pourquoi il y a besoin de 6 ans entre le 2 et le 3, mais il y a que de 3 ans entre le 3 et le 4? Je fais comme ça. Puis, tu sais, c'est bien trop loin, là, 6 ans. Énorme, là. Ça va bouger. Même avec ce qui se passe avec Star Wars, ils n'ont même pas pas encore... Les titres sont même pas annoncés. Ils n'ont même pas encore confirmé la 4e saison de Mandalorian. Ils disent, oui, ça va arriver parce que c'est comme leur vache à lait, puis c'est ce qui apporte tout ce qui est connexe. Puis pour le reste... Parce que 2008, ils ont mis des dates, puis il n'y a rien. Il y a du stock en 2026. Puis je pense qu'il y a même 2 films qui vont sortir à 6 mois d'intervalle, mais on n'a aucune idée c'est quoi ces maudits films-là. Ouais. Ils n'arrêtent pas de nous troller avec le film de Taika Waititi qui dit « Ah, j'ai écrit le début puis la fin, mais pas le milieu. »
Mais en même temps, tu sais, je veux dire, en 2008, ça avait duré une centaine de jours à peu près la grève. Puis ça avait quasiment pris un an et demi avant de s'en remettre. Là. Ouais. Et là, on va passer probablement cette limite-là, puis c'est bien possible qu'on dépasse cette limite-là. Puis honnêtement, je veux pas prendre le côté de un ou de l'autre, parce que honnêtement, je connais pas les tenants et aboutissants de la négociation, puis c'est pas de mes calices d'affaires, mais avec le coronavirus qui a frappé le cinéma, mais de plein fouet, peuvent-ils se permettre d'avoir plein de projets populaires en hiatus comme ça? Je ne pense pas. Ben, surtout qu'on voit que cette année, qu'est-ce que ça a fait, le 2 ans et demi de pandémie. Tu t'as parlé du goulot d'étranglement qu'on a présentement. oui. C'est juste à cause de ça. Toutes les productions se sont lancées en même temps. C'est un bordel, là. Ça va être difficile. Moi, ce que j'aimerais, c'est une espèce de retour on va dire, au cinéma moyen. Tu sais, là, en ce moment, t'as des films indépendants tournés à 1 million, puis t'as genre Fast and Furious à 300 millions. Tu sais, ils sont où les films à 50 millions? Mais c'est genre, pas un tu sais, peu la discussion que j'avais avec Alan, dans le sens où, tu sais, je te donnais le comparatif, là, exemple, Across the Spider-Verse, OK, qui ramasse, c'était quoi, c'est 117 millions première fin de semaine? Ouais, 117 millions. Bon, Puis, le film a coûté 100 millions. effectivement. Bon, La Petite Sirène, que tout le monde qualifie de flop, a récolté quoi? 120 millions sa première fin de 120 semaine. millions première fin de semaine. Mais la raison pour laquelle on trouve que c'est un flop, c'est parce qu'il a trop coûté c'est cher. parce qu'il a trop coûté cher. Parce que la vérité, c'est que les gens étaient là. Ben, oui, mais c'est parce que c'est ça le problème. C'est parce que, surtout, ça, c'est un des problèmes de Disney, t'en marqueras. C'est parce que je commence à poser la question. Ça me prend quelqu'un sérieux là, qui m'explique comment que La Petite Sirène est faite pour coûter 250 millions. Ça, c'est le genre de film à l'époque qui coûtait 75 millions à faire parce que c'est rien, là. C'est rien. Non, il n'y a rien. Il y a rien. Il n'y a rien, puis ils n'ont pas de gros noms. Tu sais, d'habitude, Non. tu peux tout le temps dire, ben, tu sais, mettons un Johnny Depp qui va te gruger une grosse partie de ton Mais salaire. c'est Là, parce c'est que tous des acteurs qui avec des petits cachets, là. le problème de Disney, c'est qu'ils ont perdu l'habitude de tourner avec de l'extérieur, des scènes. Ils font Ah, mon tout Dieu. sur des écrans verts. Puis là, il fallait qu'ils tournent sous l'océan. Mais tu sais, Ouais, mais c'est quand même une infime partie du film, sous l'océan. Là. c'est ça. C'est parce qu'ils ont tellement perdu le gars. Là. Je vais toujours continuer à sortir sa scène-là dans le 3e Spider-Man avec Tom Holland. Quand Flash Thompson il est à son party de la fac, il était pas là. C'est un écran vert. Mm. C'est ça Disney, là. C'est que peu importe la séquence la plus ridicule que tu peux pas avoir, là, le gars, il était dans une salle avec du monde qui prenait peut-être une bière ou deux après, qui jasait. Il n'était même pas avec ce groupe-là, Ben, c'était un écran vert. Ils ont réuni Zendaya et Tom Holland qui n'étaient pas dans la même place pour le baiser. Ouais. Qui n'étaient même pas là, physiquement, sur le plateau. Zendaya a embrassé un gars habillé en vert. Tu sais, on est là, là. Et le Ils fait... se cassent vraiment un peu la tête, Ben puis non. ça leur coûte une fortune Ben de oui, pas se casser la tête. Puis non seulement ça leur coûte une fortune, mais les effets sont pas super beaux, là. Ah, mais je conseille à dire que Ant-Man 3, là, Ah, c'est terrible. peu importe comment ils ont essayé de justifier ça, qui est un monde quantique et haut, mais ça a été rushé, c'était laid, c'était pas beau. Et ça, c'est le genre de film que quand ça va coûter dans 5 à 10 ans, là, Il y aura rien ça de beau. va être comme l'attaque des clones. Ça Ah fait oui, vraiment. Hi! Et c'est dommage parce que, encore une fois, tu sais, moi je veux bien qu'on qualifie ces films-là de flop, là, puis que tout le monde rit de Disney avec La Petite Sirène. Mais la vérité, c'est que c'est pas un flop populaire. C'est un flop par leur faute. Ouais, c'est de la Parce que, mauvaise tu sais, gestion. À 120 millions comme premier week-end, tu sais, je veux dire. T'es pas supposé t'es risquer pas- de perdre de Tu l'argent. sais, je veux dire, ça va prendre quoi comme premier week-end pour que tu sois correct, là? C'est Martin, c'est la référence que je t'avais donnée. Je jouais le poster de Batman Begins dans notre salle, là, ça fait penser justement de Dark Knight. À 500 millions, là, c'était pratiquement un record de all-time. C'était le film le plus jasé. C'était incroyable qu'un film puisse faire 500 millions de dollars. Pour ça, on parlait de 500 millions en Amérique du Nord, même mondial. À cette heure, à 1 milliard, tu fais comme, à 1 milliard, on est cheap, on est cassé. On est break-even à 1 milliard. Tu sais, c'est comme, mais qu'est-ce ça, break-even à 1 milliard? Tu sais, pas de il y a à peu bon près 15 films dans l'histoire du cinéma qui ont fait 1 milliard. Maintenant, ils doivent tous faire 1 milliard. Amazing Spider-Man. Mhm. Sony, à l'époque, c'était la mentalité du milliard. Le deuxième, il fallait qu'il fasse 1 milliard, sinon il n'y avait pas le troisième avec Andrew Garfield. Le film clenche 750 millions de dollars. C'est pas un flop du tout. Le film a fait du cash, mais il avait signé pour 1 milliard au niveau des actionnaires. Chris, le film à poubelle. Et c'est un hostie de problème. C'est un hostie de problème parce que on est présent. Puis tu sais, j'irai pas le voir 6 fois pour que vous puissiez faire de Non. l'argent, là. Puis tu sais, à l'inverse, là, je sais pas si vous êtes allé voir le dernier Evil Dead, là, mais genre, visuellement, les effets spéciaux, tu sais, c'est quand même ça coche. Là, le film, visuellement, il est impressionnant. Ça a coûté 17 millions, il en a fait 117. Il est Les correct. autres, là, tu sais, ils sont hyper rentables avec Ben, ça. A24, il a fait c'est pas 10 mal. fois son budget, C'est là. pas mal tout le temps ça. Ouais, mais tu sais, avec 4, c'est comme un, tu sais, c'est rendu un produit niche. Le Ouais. nom, genre, fait vendre. Mais par c'est quand défaut. même incroyable ce qu'ils réussissent à faire, là. Ah oui. Puis tu sais, tu parles de Evil Dead, mais c'était le même phénomène avec It. Quand le premier est Absolument. sorti. Oui.
Tu sais, ces films-là, Halloween, on a beau rire d'Halloween, mais ça va rentrer dans son cache pareil. Le troisième a eu de la plus de misère. Ouais, le troisième a eu de la misère, mais le troisième est ridicule aussi. Là. On va se donner une chance. Ah, je l'ai mieux aimé que le deuxième. Ben, ça, c'était. Ouais, Ouais, c'est parce que c'est- le deuxième, là, c'était pas non, facile. c'est parce que le deuxième, t'as juste oublié d'enlever ton cerveau. Là. Parce que quand t'enlèves ton cerveau, le deuxième, c'était cœurant, là, le petit gros de 300 livres qui se fait passer pour le meurtrier, Ah, alors c'est que le meurtrier mesure 6 pieds, puis il est pas C'est gros. la ville qui le pousse. Ah, Evil Dies Tonight, là, quel film épais. Mais j'adore le 1. Puis je pense que le 3, tranquillement, va gagner un petit statut culte. Mais on en Il y a vraiment déjà. des idées, Ouais, là, mais on en a déjà parlé. Le problème du 3, c'est que c'est un paquet de bonnes idées avec aucune explorée. Tu sais, je veux dire, l'idée était tellement bonne de voir le mal se transférer pour finalement faire hey, c'est vrai, hein, faudrait bien que Ils l'ont exploré, Michael mais Myers revienne. ouais, ils ont manqué de couilles un peu à la Ils fin. ont vraiment manqué C'est de ça le couilles. problème. Parce que moi, je pensais que ça s'en allait vers le nouveau Michael Myers, puis ça s'était transmis comme une maladie. Puis je Mais m'étais ça, dit, il faut, wow. il faut que tu ailles chialer Francis à un moment donné qui a fait ouais, mais Laurie t'es pas dans le film. Oups, t'enlèves Francis qui s'est rappelé que Laurie était là. Ouais. C'est possiblement l'agent là, qui a fait hey, elle avait un cachet, puis il faut qu'elle apparaisse dans le film au moins 2 minutes pour avoir son argent. Excusez les gars, ça fait 2 semaines que Jamie Lee Curtis est dans sa roulotte, puis elle sort pas. C'est peut-être Puis on Y a a fait quelqu'un qui a notre changé son promo, dos? puis nos posters en fonction que genre c'est le C'est la combat fin, là. ultime entre les deux quand finalement tu sais, c'est comme 1% du film. Ben, ça. en fait, aux 3/4 du film, je m'en torchais. Ouais, parce que je trouvais le ce personnage. conflit-là est plus intéressant. Je là. trouvais le nouveau personnage L'ado est tellement tellement cool. intéressant. Tu sais, je me disais, waouh, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est pour ça que je te dis, je pense qu'avec le temps, le monde va comme comprendre qu'il y a Non, mais quelque ils ont chose pas de de chafin vraiment pareil. intéressant. Tu sais, toi, t'es en train de me dire qu'on Ouais. va faire comme le premier Superman de Richard Donner et oublier qu'il a fallu qu'il rush le film puis qu'il recule dans le temps en tournant autour de la Terre, ce qui est scientifiquement absolument impossible. C'est ce qu'on va faire. Ok, j'espère. Parce que ça, encore à ce jour, quel beau film, le film de Richard Donner, jusqu'à ce que je m'imagine un gars qui rentre dans une salle de scénariste qui fait « Hey, ça sort la semaine prochaine! OK. Superman va voler vite, 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 vite. » On va Puis virer on le va temps à retourner l'envers. dans le temps. Vous êtes sûr que ça marche comme ça, le retour dans le temps? Wow, oui, Puis ça va avoir pris, quoi, 50 ans avant qu'ils ramènent l'idée, parce que c'est ça qu'on va vivre en fin de semaine avec The Flash. Ouais, mais. Tu vas aller vite, 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 vite. On va voyager dans le temps. Ouais, mais c'est moins pire que dans Ouais, non, mais ça fonctionne avec le Ça personnage. n'a pas brûlé de façon Richard Donner, ces films-là. Ça a super bien filé dans le deuxième. Oui, mais on l'a Puis- tous, tu sais. On l'a tous fait. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Un leap of faith, là? Tu sais, genre, j'écoute le film, puis je tolère la fin, là, tu sais. Je la tolère, je la comprends pas. C'est clairement là. un des éléments qui vieillit pas bien dans le film. Non, mais je suis même pas sûr que ça a déjà été bon, là. Pas mal sûr que même au cinéma, le monde, on fait comme. Vraiment? Ben, le monde, à l'époque, le monde avait encore la gueule à terre. Comment ils ont fait pour faire voler Christopher Reeve? À la fin des années 70, là, ça fait un bout, c'est pas mal. Si tu avais pu leur dire, imagine, bientôt on va se demander comment il va faire pour marcher. Ben non, mais t'oublies... Attends. Non, Martin, Ouais, on ouais, va ouais. pas là. On rit pas de Christopher Reeve. Merci. Mais tu sais, oublie pas que peut-être que le global plus plaisir, c'était pas le fait qu'il était en tournant autour de la Terre, que le monde on disait la Terre ronde. Où est le gros dragon? La Terre ronde. Comment tu vires autour d'une assiette? Où la tortue? Bon, tout ça nous amène à Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est bien ça? Je sais même plus quoi qu'on était supposé de parler. De Spider-Man Ah, Across the Spider-Verse. Le C'est de ça dont on est nouveau supposé parler. Spidey. Nouveau Spidey, je déclare mon conflit d'intérêt. Je ne l'ai pas vu. Donc, ça viendra à un moment on ou On va un vous autre. laisse- demander de quitter la salle. On vous laisse un 5 secondes de silence pour le juger. Je vous rappelle que je vais voir Cœur de Slush. On va lui donner 10 secondes pour le juger. Je vais avoir vu On Cœur te- de Slush avant. On va tenter de pas te spoiler tant que ça, mais genre, le film, tu sais, c'est pas un film à punch À tant punch. que ça. Genre, c'est pas. L'émerveillement du film viendra pas, genre, des révélations dans l'histoire, pis tu sais, des oh mon Dieu, les caméos. Parce que, attelle-toi, là, tu sais, il y a des Spider-Man, il doit en avoir des milliers. Mais je pense dans que le film. c'est le genre de film go with the flow, là. C'est pas le genre de film de dis-moi pas la fin, dis-moi pas la fin, dis-moi pas la fin. Non. Surtout que c'est. Ça, tu sais, je m'y attendais, je savais que c'était le deuxième, mais tu sais, c'est. Ce qui frappe le plus en sortant du film, c'est OK, c'est la deuxième partie d'une trilogie et on est vraiment là. Tu sais, c'est le seul défaut. Là. Moi, genre, je trouve que c'est proche d'un masterpiece. Son seul défaut, c'est que genre, le film n'est pas complet en lui-même. C'est vraiment, tu sais, ça nous laisse où il y a plein de trucs d'ouverts, puis ça n'a pas réglé grand-chose de tout ce qui est apporté. Sérieusement, compare même pas ça à la fin de Fast 10, là. Ah, je sais pas. Ouais, mais un on jour, n'avait pas peut-être que je vais l'intention. me rendre là, mais je suis On- encore au deuxième. Non, mais Fast and Furious. Fast On n'avait 10, pas là, l'intention. Ils ont poussé ça à l'extrême, là. Tu sais,
t'as le frère de Toretto qui est dans son char qui flippe, qui explose. T'as toute l'équipe qui est dans un gros avion qui s'écrase, qui explose. Dom tombe en bas du barrage avec son fils, puis il pense survie. C'est un cliffhanger puis de Lost. Jason Momoa fait sauter le barrage, puis le barrage tombe sur Dom Toretto, puis le film finit là. Tout le monde meurt sur un gros cliffhanger, et le film finit là. Et ils n'ont même pas encore commencé à tourner la suite. Wow! Ouais, non. C'est une idée de jambon, là, hein? On n'est pas exactement là. On serait plus proche d'un l'Empire contre-attaque, mettons. Genre, si vous voulez imaginer une finale, on est plus dans... On sait que tout n'est pas résolu, mais... Mais ce qui gosse dans ce genre de fin-là, c'est toujours cette espèce d'arrière-goût de le premier se tient en soi... Parce que d'un coup on fasse pas de suite. Mais non, après ça, on fait une suite, sachant qu'on va faire un troisième. Et c'est parce que la suite est déjà tournée. C'est le même principe. On va le vivre aussi cet été, c'est ça, là, Reckoning, là, le Mission Impossible. Oui. C'est part 1. Mais c'est annoncé. Mais je veux dire, moi, quand j'ai vu Into the Spider-Verse... Mais c'est annoncé, c'est depuis la journée du... Ils tournaient les deux en même temps. Mais en même temps, quand tu l'écoutes, le premier, t'as pas cette impression-là. Mais non, le premier, il savait pas qu'il allait faire une suite. Ben, c'est ça que je te dis. Mais le deuxième, il savait que ça allait être un two-part. Mais on dit la même affaire. Je te dis juste que ce que jaillit de ce principe de trilogie-là, c'est que le premier se tient toujours sur lui-même. Ouais. Là, rendu au deuxième... le deuxième a besoin de troisième. C'est parce que... Souvent, c'est parce qu'ils ont une idée globale, puis plutôt que prendre un film de 3h30 puis le couper en 2 heures puis scraper l'histoire, ils le font en 2 parties. Ben, Peter Jackson n'aurait pas fait ça, lui. Lui, il tournait ses films pour qu'ils se suivent. Bon. Puis il y avait une séquence de tonneaux d'1h30. Oui. Mais tu sais, on est plus proche du Jackson dans les Anneaux parce que les 3 films, c'est toute la même équipe qui est en arrière. Okay. Les scénaristes sont les mêmes sur les 3. Et ça aide à la qualité. Par contre, le 2, gros step-up dans l'animation. Le 1 comment avait c'est un style possible? vraiment parce que le premier, quand même... Appelle-toi, man. Parce qu'il y a tellement de styles utilisés. Ils ont engagé tellement d'équipes différentes, puis chaque les équipes travaillaient sur des personnages différents, des séquences différentes. Et moi, la séquence qui me fait le plus rire, c'est que on va spoiler un peu. Là, si vous n'êtes pas content, skipper puis écouter d'autres choses, mais à un moment donné, il tombe dans le multivers des Lego. Et c'est fucking drôle. Et par après, tu tombes sur YouTube, puis tu te rends compte, parce qu'il y a un flou de 14 ans qui fait de l'animation en CGI, puis qui avait refait la bande-annonce du premier Spider-Verse en Lego. Puis ils ont tellement trouvé ça cool, Miller, qu'ils ont été poigner le flou, ils ont dit, ça te tente-tu de faire une petite séquence de 10 secondes dans notre film? Ah, c'est bien hot. Ouais. C'est un flou de 14 ans. Cette séquence-là, c'est vraiment cool. Ah, c'est vraiment cool. Fait que c'est plein de flashs comme ça. Là. Puis, moi, là, je te dirais, ce qui me jetait à terre, le film commence, là, pas de spoil encore, mais dans le fond, ça ouvre. On voit pas le nom du film, rien. On commence avec Spider-Gwen à nous faire un petit recap, genre de ce qui est arrivé, c'est qui est où dans sa vie présentement. Puis il y a une séquence de 10 minutes avec elle. Cette séquence de 10 minutes-là, moi, j'étais prêt à sortir de la salle après, puis j'étais là, OK, genre, j'ai vu genre une des affaires les plus awesome que j'ai vues des dernières années. Là. Genre, moi, ça me suffisait. Ce 10 minutes-là, j'étais là, je suis pas prêt pour ce qui s'en vient, tellement c'était awesome. La musique, le style d'animation, la manière que les personnages sont travaillés, l'histoire qui nous est présentée, j'étais là, what the fuck? Puis là, ça coupe, title card, là, on retombe avec Miles Morales, j'étais là, ben voyons donc. Ce 10 minutes-là, c'était pour expliquer comment elle a fait du premier pour aller voir Miles et dire, hey, salut, on aurait besoin de toi. Oui, c'est juste pour ça, mais mais aboutit à ça? Comment ça a fait pour inverser cette séquence-là? Mais tu sais, t'as vraiment pas d'opening, rien. Le film commence direct avec ça. Puis visuellement, la musique. Moi, je l'ai vu en IMAX en anglais. Je fais partie du monde qui ont goûté au problème de mixage. Qu'est-ce que tu veux dire, problème de mixage? Ils n'ont pas normalisé. Oh! Ouais, la musique a beaucoup de base dans ces films-là. Hein? C'est qu'il y a un bout de temps, les dialogues disparaissent. Là. Nolan, il paraît qu'il a très bien compris, il disait que c'est clair, là, mais... Ça, c'est-tu les mêmes que Game of Thrones qui disait que c'était notre TV le problème? Là, c'est nos oreilles, genre? Non, ils ont ressorti un remixage cette semaine. Ouais, on est à l'ère digitale. Tu n'as plus besoin de dire on envoie des nouvelles bobines. Ils ont envoyé une update au film. Mise à jour. Ouais, ils ont été obligés de faire une update, effectivement, mais non, effectivement, l'entrée est super. Puis c'est de la façon qu'ils expliquent le multivers, puis qu'ils le présentent, puis tu sais, ça fonctionne. Puis ce que j'ai aimé de la façon que Sony aussi a présenté le multivers, c'est que Sony est comme en paix avec ce qu'ils ont fait avec Spider-Man. Okay. Puis tu sais, le dernier de Tom Holland avait beaucoup aidé là-dessus. Il y a des séquences dans ce film-là où ce qui explique la toile,
Tobey est là, Andrew Garfield est là, tout le monde est là. Puis j'ai beaucoup aimé le bout où ce que Spider-Man 2099 fait comme là, si vous comprenez pas, vous êtes en train de scraper à la toile, puis vous allez détruire l'univers au grand complet. Il arrive à manchez-vous pas pour faire comme l'autre tweet qu'il a fait avec Doctor Strange. Il a fait tout faire péter au grand complet. En fait, il acknowledge ce qui se passe dans l'MCU. Tout. Ce qu'il y a Spider-Man dessus est acknowledgé. Là. Autant les séries d'animation, les bandes dessinées, c'est tout. Là. Puis du stock... je connais pas assez Spider-Man pour voir ça. Quand je te dis, il y en a des milliers d'itérations dans le film. Dans le fond, les autres sont là pour protéger la toile, puis s'assurer que la tragédie de Peter Parker se représente toujours, puis que finalement tout se déroule, puis que la toile se détruise pas. OK, il y a un genre de TVA, mais mieux expliqué. C'est ça. Oui, effectivement. Parce que le TVA, c'était j'ai rien compris. Ah, mais sérieusement, monsieur Oscar Isaac, là, en Spider-Man 2099, là, fait la job. Il était solide, là, il était vraiment incroyable. Tout le monde fait vraiment une super job. Même les parents de Miles Morales, sa mère était moins présente dans le premier film, là, a fait une super job. Son père aussi, le père de Gwen. Ah, wow, non, moi... Mais côté animation, vous me dites c'est mieux, mais c'était déjà quand même assez breakthrough là, comme animation dans le premier. Moi, je pensais même que il allait y avoir un avant et un après Spider-Man. La suite va nous... je veux dire, Pixar est tellement parce que fort. Chaque Spider-Man a sa propre équipe et son propre style. Tu sais, il y a Spider-Punk qui est dedans. Puis lui, c'est vraiment comme... Excuse-moi, Spider-Porn. Punk. OK. Spider-Porn. Là, j'étais comme, ils sont allés là. Devine d'où sort cette étoile. Pornhub. C'est Ron Jeremy qui le fait, puis go, go, go. OK. Spider-Punk. Là, Non, mais... J'ai besoin d'appui. Je vais tout désinstaller ça. Pourquoi j'ai acheté ça à Martin, cette bébelle-là? Calice. Comment? Non, mais touche... Parfait. Mais, non, mais c'est parce que toutes tes références, là, hein, c'est soit des violeurs, soit des pédophiles, ou... Ouais, Ron Jeremy a été cancellé, Martin. Ah ouais? Oui, c'est un violeur. Je pense qu'il est rendu en prison. Mais c'est véritablement notre dernier podcast. On salue nos fidèles auditeurs, Edgar Fruitier, ainsi que Jean-François Harrison et Ron Jeremy. On les salue. Je l'ai manqué, celui-là. Here's to you guys. C'est vrai, il a été cancellé. Oh, c'est pas mal le pire de ça que t'as nommé. Ah ben, tu sais, c'est pas grave. Guess what? L'acteur porno est un violeur. Ouais, wow! Mais en tout cas, c'est pas comme si les nouvelles, c'était ta vie, là, mais c'est pas grave, on ne jugera pas. Ben là, tu m'excuseras de pas avoir les nouvelles de Ron Jeremy, là. Je me suis pas tenu au courant, là. Moi, je vois encore les mimes pis les histoires de Ron Jeremy, là. Je connais pas son cinéma, lui. Non, je connais pas. Non, j'ai jamais écouté ça. On peut revenir, là? OK. Parfait. Donc, il y avait au moins 12 pouces de matériel qui valait la peine avec lui. C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? Sérieusement, c'est le pire podcast ever, la vie, avec sa maudite console-là. Ah, merci. C'est tout pour nous cette semaine. On vous retrouve. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Notre ancien matériel. Merci. Hey, sérieusement, à tous les YouTubers, les Twitchers de ce monde, là, hein, vous savez tous c'est quoi un soundpad? Ben, ça a l'air que Martin vient de découvrir c'est quoi. Ben, écoute, j'en avais pas dans ma vie, puis je pensais pas que j'en avais besoin. Maintenant, je me suis créé un besoin. J'ai véritablement besoin de ça dans ma vie. Là. Quelque chose que je peux toujours traîner pour faire des sons. J'adore ça. Okay, mais il y a juste 4 places, par exemple. Hein? Vous pouvez pas en avoir une 5e ou... Dit-il, pas aligné sur le micro. mais oubliant qu'on enregistre. Je pense qu'on pourrait brancher 8 consoles en série. Oui! Avec plein de sons préprogrammés. J'aimerais ça. Mais tu sais que tu peux mettre un cellulaire à côté avec plein d'affaires puis le brancher dans la console aussi. Ouais, là. Mais je trouve ça pratique le fait que ça soit déjà préprogrammé sur un Python. Là, je trouve ça vraiment génial. OK, fait que l'animation a pris un step de plus. Et ma question, c'était comment est-ce possible déjà que je pensais qu'il allait y avoir un avant et un après Spider-Verse? Ben quoi, ça a pris 3-4 ans de faire le film? Ouais. Ça explique beaucoup de choses. Le style prédominant là, qui ressemble un petit peu à du stop la motion BD, avec là. du cel shading, ça c'est encore très présent. Ils ont beaucoup joué avec les palettes de couleurs, puis avec les styles d'animation. Il y a des trucs plus traditionnels, il y a des fois que c'est presque de l'aquarelle. Ils jouent beaucoup avec le côté bande dessinée. Des fois, ça va devenir en noir et blanc, des ombrages. Dépendamment, c'est qui les personnages, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a une scène qui arrive, une confrontation entre Gwen et son père qui est super émotive, puis
tout joue avec les couleurs. Tu sais, mettons, quand son père va parler, tu sais, mettons, c'est vert autour de lui, ça va devenir vert foncé un peu plus. Là, ça se recalme dépendamment des émotions. Il y a toutes sortes d'idées visuelles comme ça. Mais autre question, puis je sais que je me ferai pas d'amis avec ce commentaire-là, mais dans le premier, physiquement parlant, j'avais trouvé ça rough à un moment, là. Parce que je sais pas si c'est le nombre d'images secondes ou la façon dont c'était animé. Le premier, je sais, moi, au début, j'ai eu un vertige. Ouais, j'ai eu un peu... tu sais, à un moment donné, là, dans le milieu du film, j'ai fait comme... je suis un peu tanné. La façon qu'il avait travaillé dans le premier, là, c'était du vrai 24 images par seconde, puis tu le ressentais, sauf que ce qui arrive, c'est que dans chaque plan, tu sais, chaque layer était une animation différente. Oui. Et ça, tu finissais par le sentir. Ça fait que souvent, tu avais des séquences qui se peuvent avoir jusqu'à 6 couches. Puis chaque couche avait sa propre animation. Et c'est ça que je pense qui créait comme le sentiment de vertige que tu peux avoir, parce que tu avais l'impression que ça saccadait puis que ça bougeait bizarre. Dans la moitié du film, là, puis j'adorais être là, mais j'ai été obligé de comme genre me frotter les yeux puis de faire comme... Mais peut là, pas durer une heure de plus ça arrive encore. pas dans le deuxième. OK, ils l'ont atténué. Ils l'ont atténué beaucoup, là. Parce qu'ils ont plus travaillé sur les styles plutôt que de travailler sur les couches différentes pour donner... Parce que l'objectif du premier, c'était de donner l'impression que tu étais dans une case de bande dessinée. OK, oui, c'est vrai, parce que tu avais l'impression que la BD était animée devant toi. Effectivement, tandis que là, ils ont sorti de ce moule-là pour donner quelque chose de plus fluide. OK. Parce que, tu sais, le concept de multivers, ils l'ont amené à être un peu de ça. Ça rend gênant Doctor Strange. Tu sais, c'est pas rien, genre, on va aller sur une terre où tout est pareil, sauf que là, Peter Parker s'est fait mort dans un autre endroit. Tu sais, c'est comme, ça va être des affaires complètement différentes. Là. Genre, le 4e Spider-Man qu'il rencontre, c'est un Spider-Man indien, qui est comme dans un New York qui se à l'Inde, il se bat avec un espèce de slinky. Je te dirais, tu sais, à toutes les fois qu'il y a un nouveau Spider-Man qui arrive, tu fais comme, ben c'est donc ben awesome comme idée, c'est drôle. Ah, mon Dieu, ils ont donné un bébé à Peter Parker. Ouais, ça, je l'ai vu dans la bande-annonce. c'est tellement drôle, puis c'est tellement malade, puis quand elle met son petit bonnet, non, t'as-tu encore amené notre fille dans un combat? Ouais, non. Mary Jane qui fait comme, t'as-tu amené le bébé en mission encore? Non, tu m'as demandé de plus le faire. Parce que tu sais, tu fais référence à Doctor Strange, tu sais, tout le monde sait que pour avoir un bon multivers, ça te prend un univers où la pizza est en boule. Dans une boule. Et un éventail de 2 univers et demi différents, là, parce que c'est le multiverse of madness. Mais c'est pas grave, on a une séquence de 25 secondes où il traverse plusieurs univers qu'on n'explore jamais. Depuis que j'ai vu ce film-là, puis je rêve des multivers, là, je suis rendu à 12 tickets de lumière rouge, 3 accidents. Sérieux, c'est terrible, là. La séquence où il tombe, là, puis que là, tu fais comme, il y a une couple de bonnes idées là-dedans qu'on n'explorera jamais. Ouais, on va passer une seconde. On dirait que ça a l'air fait en slotch, genre en B. Non, on est sorti, on s'en va ailleurs. On va passer 3 minutes dans le monde en noir et blanc avec un méchant Doctor Strange en noir. Mais c'est ça qui est le fun, c'est le clash que ça donne quand tu vois tous les Spider-Man des multivers, parce qu'il n'y en a pas un qui a de l'air affûté dans le tas, parce qu'il n'y en a pas un qui a le même style d'animation, les mêmes couleurs. Puis, ça m'a comme rappelé, Spider-Man, c'est un héros qui est vraiment cool, il est jeune, il y a de la répartie, il fait des jokes, mais c'est quand même un héros, un powerhouse, il est puissant, il est super agile. Et là, imagine un film où t'en as des milliers, les scènes d'action, à toutes les fois, tu fais comme, oh, ça va puncher. T'as peu, là. Ils ont tous des styles de combat qui sont différents. Ils ont tous il y en a que c'est des gadgets, il y en a que c'est des mutations différentes. Il y a plein d'idées. Ah, c'est complètement fou. Les scènes d'action là, sont incroyables. Est-ce que le danger, par contre, d'avoir ces 2 films-là qui vont devenir le phare de Spider-Man, on s'entend, là, avec les films de Tom Holland, de lier le multivers à Spider-Man puis que ça devienne vraiment... Tu sais, je veux dire, ça devienne vraiment comme... On pense à Spider-Man, on pense à multivers, on le sait que c'est le multivers, on le sait que c'est... Chez Marvel, c'est déjà ça depuis des années. C'est ça, hein? Parce que, tu sais, le Spider-Verse, ça fait longtemps qu'il est amené parce qu'il y a eu le problème avec Morlun, qui avait été apporté par Straczynski, que la famille Morlun s'est pointée parce qu'elles autres chassaient les totems de l'araignée, ben elles autres les chassaient à travers le multivers. Moi, tout ce que je veux, de toute façon, dans le prochain, s'ils ne m'emmènent pas Léopardon... Qui? Je vais péter le coche. C'est qui, Léopardon? Ben, le Spider-Man asiatique, c'est là qui avait sa série TV. Il y avait un robot de Power Ranger. Hein? Je sais pas de ça du tout. Il y avait une série live action asiatique. Oui, j'ai déjà vu ça dans Total Crap, je pense. Exactement. Puis lui, c'était genre Power Ranger, puis il y avait son Léopardon. Ah oui. La seule raison pourquoi je te dirais qu'ils l'apporteront peut-être pas, parce que ce serait trop awesome. Je pense que la petite fille avec son mec couvre un peu genre ça. Tu sais, à part le mettre comme gag visuel. Juste pour dire, là, dans Ready Player One, le robot, normalement, qu'il y avait à la fin, dans le roman, c'est Léopardon. Oui.
Là, toi, tu parles du roman dont le film est pas super bon. Ben, le film, il y avait des bonnes idées. Je suppose que si tu n'as jamais lu le roman, tu vis moins de clash. C'est terrible, là. Mais y avait-tu un lien pour quelqu'un courant après son père dans ce film-là? Ou, Je l'ai pas assez analysé parce que Ok. tu sais que Spielberg aime beaucoup parler des papas. Mais Ouais. dans celui-là, j'ai pas pris la peine de vérifier. Mais je peux te parler de Jurassic Park. Mais Emma était affreuse, hein? Oui, elle avait... c'est quoi qu'elle avait déjà? Une tache de naissance. Une tache de naissance. Jaws, c'est une allégorie de la toxicité masculine. Tu penses? C'est possible. C'est une gang de gars qui cherchent leur père dans l'océan. Pour le faire exploser. Calice. Ça va être le podcast qui va avoir le plus de calice. Oh oui, ça se peut. C'est possible. Ouais, mais tu sais qu'on est déjà cancellé à cause de tous les noms que j'ai Ouais, nommés. non, C'est pas tellement Là, on est grave. en comme- roue libre. Tu sais, là, tu vis sur... quand on va fermer le piton, c'est notre dernier podcast. Il n'y a plus rien après. Fait qu'on on le fait comme genre... Ils peuvent pas nous sortir Et, encore sérieux, de scène. là. J'ai hâte d'avoir le courriel d'Apple demain. Votre podcast a été retiré. Nous avons vu les mentions faites dans ce podcast. Nous vous demanderions, s'il vous plaît, de le sortir de là. On pourrait genre humer des bouts de tonnes de Metallica pour se faire poigner par l'algorithme pour Ça serait bon. empirer notre sort. Bref, verdict, ça vaut la peine d'être vu, mais absolument. Ah, ça vaut vraiment la peine, oui, ça n'a absolument. aucun sens. Là. Sérieusement, le thrill que tu as là-dedans, puis, tu sais, on vous a même pas parlé du vilain du film. C'est du foutu génie. Laissez-moi deviner, c'est Spider-Man? Oui, c'est Spider-Man le vilain. Mais sauf que non, on te le spoilera pas, mais c'est de prendre quelque chose d'une base tellement simple, puis l'apporter à quelque chose qui est apocalyptique parce que tu n'y as pas porté l'attention qu'il méritait. Là. OK. Et non, ça fonctionne, puis c'est le fun pour ça. Tu sais, pendant les 2 tiers du film, t'ignores qui est le vilain. Puis quand tu finis par comprendre, tu fais comme « Ah, c'est pour de vrai? » Tu sais, quand tu dis que le héros, il faut qu'il s'excuse. Mais en même temps, Jean-Nic, tu m'as dit que c'est pas le genre de film où il y a des gros punchs, mais est-ce que ça, c'en est un pareil? Ben, plus ou moins, Non. c'est pas Parce gros que le punch. vilain est là, genre, dès on va dire les premières minutes, là, dans le premier segment de Miles, c'est introduit. C'est l'évolution C'est qu'il y une a escalade, là-dessus. dans le C'est fond, une c'est escalade. ça. Puis, tu sais, Ok. puis c'est juste de la négligence. Parce que, tu sais, un héros, souvent, il va mépriser un vilain. Il va le tasser de la main parce qu'il va le trouver trop bête. Et cette niaiserie-là détruit tout. là. Comme dans Les Incroyables. Oui, à peu près. Tu sais, le méchant... Le nom d'un podcast qui nous compétitionne. Incroyable. Non. Mais tu sais, le film là avec. Comment est-ce qu'il s'appelait le méchant là-dedans? Ouais, tu parles de film de Pixar. Oui, oui. Autres, ouais. Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle là? Le kid frustré. Ouais, le kid frustré là, que tu te dis, ben c'est ça, quand tu négliges ton ennemi, que tu fais semblant, tu sais, que tu y apportes pas d'attention. Puis c'était un peu aussi ce qu'il avait fait dans Identity Crisis en faisant de Dr. Light un violeur. Parce que tout le monde riait de lui, puis que personne ne le prenait au sérieux. Hmm. D'ailleurs, c'était bon ça, Identity Crisis. Moi, j'avais aimé ça. Quand je l'ai là, à l'époque, je ne lisais pas de DC, puis il y avait beaucoup de personnages que j'avais aucune idée qui existaient. Ben voyons, Soudibni. C'est La exactement ce que je blonde, dis. la blonde, ben oui, la blonde de Plastic Man. Ben oui, voyons. Chris Oui. Soudibni, Oui, man. oui, puis je comprenais très bien que quelqu'un peut se faire tuer par un téléphone aussi. Tout Oui, était clair. c'était génial, Identity Crisis. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est une excellente bande dessinée. D'ailleurs, parlant de bande dessinée, on n'en a pas parlé beaucoup dans les derniers podcasts, mais je me suis enfargé dans Joker, Batman Joker Deadly Duo. De Mark Silvestri, du Black Label. Et tu sais, je sais qu'on aime beaucoup faire connaître des lectures dans ce podcast-là. Et je vous le dis tout de suite, puis je vous l'ai annoncé avant le podcast, j'ai une 48 aiguë des continuités de marde. Là. Je suis plus capable, OK? Plus capable. Spoiler, moi et Alan, on parle de la continuité chez DC. Dans Non, je suis plus capable. Là, le Crisis, puis ci, puis ça. Ces temps-ci, on dirait que j'ai pas le temps de m'attarder à ça. J'ai juste le goût de passer un bon moment. Puis en fin de semaine, j'ai trébuché sur les 7 numéros de Deadly Duo que j'avais commandé avec toi, puis que j'avais pas pris la peine de lire parce que j'étais dans une écœurantite aiguë. Puis là, je regarde les dessins sur le cover qui sont magnifiques. Puis je fais comme, oh, sais-tu quoi? Moi, il donnait un go. Hey, j'ai passé au travers comme un couteau chaud dans du beurre mou, là. Mais c'est tout ce que vous voulez d'une histoire de Batman où vous avez besoin de zéro background. Effectivement, puis vu que c'est Mark Silvestri qui est très bien connu du Top Call, tu sais, on se rappelle tous de ces personnages trop sexy. Là. Il a pas été sur Green Lantern aussi pendant un bout? Ça se peut, mais tu sais, c'est surtout Witchblade puis de Darkness à Witchblade, l'époque, là, tu sais, chez Top Call. C'est lui qui gère la série au grand complet du Black Label, qui fait autant le scénario que les dessins.
Et sérieusement, ce qui est le fun, c'est que ça a un look 90s. Le scénario, il est très 90s aussi, mais ça fonctionne, puis il est le fun. Ah, c'est du fun, là. Comment vous résumez ça, en gros? Et ce qui est le fun, c'est que autant Batman que Bruce Wayne, que ça m'a fait beaucoup penser à Hush. Dans le sens où ça devient obvious c'est qui les méchants parce que c'est les nouveaux qui viennent d'être introduits. Ouais. Mais les ties qu'on met avec Bruce Wayne, avec Batman, avec la ville de Gotham, puis c'est une bonne vieille histoire de revenge sur un événement qui s'est produit à un moment. Puis là, on a une liste de tous ceux qui étaient présents à cet événement-là. Puis on va tous les faire payer un après l'autre. Effectivement. Puis tu sais, au début, il pense peut-être que ça pourrait être le Joker, mais finalement, le vilain le force vraiment vite à faire équipe avec le Joker. Exactement. Puis là, il y a un peu de décadence là-dedans parce que là, on piège Batman en le forçant à travailler avec le Joker. C'est probablement, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu à date, c'est le truc le plus intéressant de mettre Batman dans le rôle du Joker. Genre, tu sais, le Joker a une invitation pour aller quelque part, c'est Batman qui se présente. Ben, OK, je vais te présenter le défi que j'avais monté pour le Joker. Mais là, ça force Batman à sortir de son pattern habituel. Ah, il fait passer un méchant quart d'heure. Sérieusement, il met dans des situations où le Joker, lui, se casserait même pas la tête. C'est comme, t'as deux personnes, il faut que tu tires une balle dans la tête des deux, puis tu passes à l'étape suivante. Il va dire, ben tu l'as tous les deux. Tu sais, le Joker se casserait même pas la tête. Là. Mais Batman se donne comme mission de sauver les deux. Là. Puis il sait très bien que c'est pas ça. Il y en a rien qu'un qui va survivre. Là. Ah oui, et puis tu sais, sérieusement, Martin, j'avais oublié la séquence du train. Mais... la séquence du train. Parce que ça, ce qui est génial, tu sais, je veux pas tout vous spoiler, mais ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, ce duo... Puis ce que j'aime aussi, c'est que le thème du duo, bien que ce soit dans le titre, c'est pas l'ensemble de l'histoire. Non. C'est quelques moments clés de l'histoire. Puis moi, c'est peut-être pour ça que je voulais pas le lire au début, parce que je me disais... Bon, là, ils vont dénaturer deux personnages, les faire travailler ensemble. Il n'y a pas d'univers où les deux pourraient travailler ensemble. Puis là, ça va ressembler un peu à Three's Company. Tu sais, genre, oh! Ils vont se faire des jokes. Puis là, j'étais comme, ça va être malaisant. Ils vont se faire un collat à la fin. Puis bon, on recommence à saillir la semaine prochaine. C'est ça. Puis là, tu vas avoir des scénarios du Joker où tu vas dire, mais c'est tellement vilain. Tu sais. Mais c'est pas ça, du tout. Les moments où ils ont à collaborer sont des moments bien précis, motivés par le méchant, puis bien orchestré, puis la séquence du train en est un bon exemple. Ils sont piégés sur un train grande vitesse qui fait la liaison entre Metropolis et Gotham City. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien. Il y a des détecteurs tout le long de la rail de chemin de fer. Et il se dit, garde, il faut qu'il pèse tel poids le train, sinon vous rentrez dans la ville à grande vitesse puis vous tuez des milliers de personnes. Fait que c'est quoi la solution pour enlever du poids du train? Fait que Joker dit, on a qu'à sacrifier tout le monde qui ont un surplus de poids puis on règle le problème. Batman dit non. Fait que là, Batman, il passe les meubles, il tire ça des affaires d'argent jusqu'au temps que ça arrive trop dernière minute, puis que, bon, donné, ça passe une balance, puis ça fait comme vous avez atteint la limite avec 44 livres de jeu. Et là, Batman se pose la question, mais il me semble que mon calcul marche pas. Puis là, il se dit, puis t'as le Joker qui a sacré tous les gros par la porte. Moi, je l'ai fait. Et ce qui est magnifique, c'est que il porte la responsabilité des gestes du Joker, même si c'est pas lui qui les pose. De par l'espèce de lien entre les deux. C'est ça qui est merveilleux, parce que le Joker n'arrête pas de le faire chier tout le long, puis même à la fin, quand le Joker le double puis triple cross, malgré tout ce qui se passe, qu'il n'y a pas de bon sens, ça n'a aucun sens. Il y a un super vilain dans cette histoire-là, mais le Joker trouve le moyen d'être pire dans tout ça, rendu à la fin. Et quand il y a une chance de le laisser se noyer dans les égouts, Batman le sauve encore, puis le Joker fait comme... Quoi? Tu m'as encore sauvé? Tu comprendras donc jamais, là, tu sais. T'avais une chance de juste faire « Oups! Il m'a glissé du bout des doigts. » Et tu parles du méchant de la série qui n'est pas supposé être le Joker puis qui finit inévitablement par être le Joker éventuellement. Mais le méchant qu'ils ont introduit dans cette série-là est tellement intéressant. D'abord, ça prend du temps avant de savoir c'est qui le véritable méchant. Sérieusement, c'est parce que c'est un trouble qu'on a souvent vu dans les séries de Batman. C'est presque à peu près ce qui t'avait pas été apporté dans la série dans le film de Catwoman, d'une certaine façon. Oh boy, là, tu nous amènes loin. Le film de Catwoman. Ouais, avec Halle Berry? C'est des cosmétiques qui avaient causé ça, ces affaires-là, à peu près ces affaires. C'est que, oui, non. Mais mettons, ça, moi, c'était comme l'élément que je trouvais 90s, que j'aimais un peu moins. J'aimais le côté détective, mais moi, genre, tu sais, mettons, là-dedans, du Joker qui pousse par elle-même puis qui redevient... Je trouvais ça cool, moi, ce côté-là, genre, les espèces de super Joker, j'étais là, ça me plaît. J'aime mieux quand Batman traite
pas avec du surnaturel de même. Genre. Mais c'est pas tant surnaturel dans le sens où c'est de la science, c'est biochimique. scientifique. Là, Ouais, non, je sais, mais c'est pas mal moins pire on que... s'entend, c'est moins groundé comme... Ouais, mais c'est quand même moins pire que l'Enchantress dans Suicide Squad. Là, on n'est pas là. Poison Ouais. Ivy, Clayface... C'est ça, on est plus dans le scientifique mad, là, le mad scientist avec une expérience qui vire au cauchemar, puis qui est avec aussi des conséquences. Le gars qui veut faire du bien avec sa création, qui est pas capable de s'arrêter, qui a Je comprends ce que mission vous personnelle. dites, mais c'est pas un reproche, c'est rien que moi, dans mon appréciation, Mhm. j'aime mieux un Batman détective groundé. Quand tu parlais de Suicide Squad, ça me dérange pas, parce que Suicide Squad, je fais comme, c'est toutes sortes de vilains, des pouvoirs divers, fait que c'est pas grave qu'il y ait un vilain eux autres ou une mission, puis il faut qu'ils affrontent. Mais moi, mon Batman, je le préfère, comme Matt Reeves ou comme Nolan. Je l'aime un peu plus Moi, je te groundé, dirais genre. que depuis Dark Detective, qui était celui de Taylor, Ouais. et l'autre, c'est de And the Grave. C'est... Celui de Warren Ellis. Celui de Warren Warren Ellis, Ellis, dans le top 3, là, avec ces deux-là. Pour moi, ça se compare. Dans le genre d'histoire que j'ai aimé lire. Sérieusement, Tom King, Killing Time, il faut que vous lisiez ça au PC. Ouais, il va falloir que je lise ça. Puis j'ai vraiment eu du fun. J'ai là. pas capoté Killing Time. J'ai eu du fun, c'était mais bon. j'ai pas capoté. Mais il faut dire que les dessins dans Deadly Duo sont incroyables. là. J'aime pas son design de certains trucs, mais son coup de crayon c'est parce est que- incroyable. C'est parce que il y a le défaut des années 90, c'est parce qu'il n'a pas réussi à passer par-dessus ses pieds et ses véhicules. Ouais, La Batmobile Batmobile est est la Batmobile, aucun elle laisse, ça n'a esti aucun bon sens. Mais sauf que, tu sais, moi, j'ai toujours C'est aimé ce que j'avais en tête quand c'est- je c'est- faisais ça. j'ai toujours aimé ce côté-là de Batman des années 90, que, tu sais, pour montrer qu'il est comme beef puis tout, puis il sait toujours sa cape dans ses mains, là. Tu sais, pour lui donner comme un effet gonflé, Mais là. 90s ou début 2000? Ah, Ça me fait plus penser début C'est 2000. c'est 95 en montant, ça. Ouais. Moi, là, ce qui me rappelait surtout le côté 90s, c'est que genre, à tous les 3 pages, il y a un splash page, Oui. puis il y a du dialogue, c'est comme... C'est un roman, là. Oh, Genre des oui, bulles de là. dialogue où là c'est de la narration interne, là, puis t'en as sur genre une page et sais. demie. Ça, j'étais là, ça c'est verbeux comme les Mais- années et 90. Et je lis les compendiums de Witchblade, là, puis sérieux, des fois, je me perds dans l'histoire parce que le personnage principal, sur 8 pages, à un moment donné, elle va parler de sa soirée d'hier. Ça sert à rien. Ça vient de nulle part. C'est remplir des bulles pour des bulles. Puis là, tu fais comme... Ouais. Ah, c'est parce que je perds le focus de... Où est-ce que je suis rendu dans l'histoire, là, je comprends plus rien, là. Mais ça- Laisse tes dessins parler puis Ouais. raconter Mais aussi. ça m'a quand même fait penser un peu à Hush, un peu moins grandiose parce que c'est un 12 numéros dans le cas de Hush. Puis bon, tu sais, je veux dire, l'histoire était peut-être un peu plus terre à terre que Ouais, dans puis- Deadly Duo. Là. Puis j'étais canon aussi. C'était Là, ça canon. s'inscrivait, là, Ben, on est vraiment quoique, comme... la façon dont il joue le vilain, toi, t'es pas rendu là encore, mais ils nous feront un Catwoman Batman Returns, là. Où j'ai l'impression que Silvestri fait comme, savez-vous quoi, ce vilain-là est accessible, Ah, ok, ouais. il est là, Vous pourrez l'utiliser dans le vous lore. pouvez si vous voulez. l'utiliser si ça vous C'est du tente Black Label, pas, donc... ou, mais tu sais, je veux dire, du jump tu sais, on a vu des jumps de séries télé vers le comic, là, puis J'ai l'inverse, tellement hâte que tu lises Starsky, là. Oui, puis à cause d'une erreur de commande, je l'ai pas eu. Fait que là, je suis en retard d'un TP. Mais j'espère que j'ai commandé les autres. Normalement, oui. Ok, c'est bon. Parce qu'il faut effectivement que je m'y mette, là. Puis c'est les seuls qui me manquent, là. J'envoie une question comme ça qui est sur le sujet un peu, puis Non. j'aimerais vous entendre là-dessus. Ouais. Non. Rappelez-vous, là, à peu près, ça doit faire 2-3 ans, genre au début du Black Label, on en parlait, qu'est-ce que ça voulait Batman faire. et Joker. Puis on disait tout le temps, parce que c'est drôle, au début, j'ai failli faire la joke, ouais, il y a une histoire avec le Joker dans le Black Label, mais genre, mettons, ça fait quoi? Ça fait 3 ans, mettons, que c'est décollé? À peu près, facile. 3, là. 4? Facile. Qu'est-ce que vous en pensez du Black Label dans ce que ça a apporté? Parce qu'on a parlé de quand même beaucoup de trucs qui ont produit. Ben, puis moi, je te dirais plus de Black Label. Plus. Ouais. Moi, il me semble tout dépend, que, et- genre, habituellement, c'est Et sérieusement, comme le Deadly Duo, là, quand il lâche le format prestige, où ça y force trop à faire des dessins sur des pages son nom confond, et aussi des BD de 62 pages, que des fois, c'est pas toujours facile. Quand il tombe sur le standard, ça se travaille mieux. Puis il donne souvent des résultats qui sont plus intéressants. Mais ils remplissent leurs promesses. C'est des gens connus, sur des titres connus, des choses qu'ils savent qu'ils vont se vendre. Ouais. Puis tu sais... D'où l'utilisation du Batman beaucoup. Puis tu sais, moi je m'excuse là, mais j'ai passé un Christy de bel après-midi avec ces 7 numéros-là. Là. J'ai vraiment passé un Christy de bel après-midi. Là. Je lisais ça, puis tu sais, je me cassais pas la tête, on n'ajoutait pas du lore. Tu sais, Joker War, puis après ça, il y avait
avec Punchline. Quand ils ont introduit Punchline, là, je me souviens plus c'est quelle histoire. C'est plus Joker War, c'est celle d'après. Je me souviens pas, là. Tu sais, à un moment donné, Batman était rendu avec tellement de technologie, puis de bebelles, puis de lore, puis de trucs à traîner. C'était illisible. Mais de toute façon, c'est ce qui avait amené Future State, Punchline, à cause qu'il s'était passé avec la famille de Lucius Fox. Ah, c'était illisible. Et sérieusement, là, même moi, quand j'avais commencé I Am Batman, là, je comprenais tellement rien ce qui s'était passé avec les Fox. Puis, tu sais, Punchline, c'est un personnage qu'on voit même plus. Puis là, tu sais, tu pognes tes personnages préférés, puis t'as du rattrapage à faire pour je sais pas combien de temps, pour juste être capable de lire ton TP. C'est dole. Tu sais, mais le seul défaut de Black Label, c'est justement de ne pas être assez varié. Ils ont un ensemble de personnages qui mériteraient d'avoir des... Tu sais, moi, une histoire de Green Lantern attachée à rien, là, je lirais ça. Cool. Le Daniel Warren Johnson, son Wonder Woman, c'était malade. Mais tu sais, Chip Starsky, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Batman. Il y a toute cette partie-là, si tu as parlé trop de technologie, rien. Lui, il est retourné à l'époque Grant Morrison, après Batman, après la mort de Batman, tu sais. Batman RIP. RIP. Tu sais, lui, il repart pratiquement après ça. Ben, c'est ça qu'il faut. Parce que ce qui s'est produit après ça, c'est une catastrophe. Puis tu sais, les crises, puis les si, puis qui est mort, puis qui est le Robin, puis qui est... Il prend une des plus grandes niaiseries de Grant Morrison, puis il en fait une maudite bonne idée. Parce que j'ai hâte de le lire. Mais tu sais... Catwoman Lonely City, c'était magique. C'était bon. C'était magique. Alors moi, plus de Black Label. Moi, je pense, puis ils seront jamais d'accord avec moi parce que ça doit être une question de gros fans qui suivent ça puis qui ont juste ça dans leur vie, qui sont leurs vaches à lait. Alors que moi, je prétends qu'ils devraient faire plus de Black Label parce qu'un gars comme moi en achèterait plus. Tout comme je trouve que la nouvelle idée de Marvel de revenir avec un autre Ultimate, de se dire, hey, ça fait déjà, ça fait 20 ans l'Ultimate, là? On pourrait encore donner une ronde de... On pourrait encore recontemporiser ce qu'on a, puis ça serait peut-être quelque chose de différent, puis de bon. Ben, go for it, man! Ouais. Go même des autres niaiseries de Batman Fortress, qui a été écrit par le scénariste de Rogue One, puis dessiné par Derek Robertson. C'est un 8 numéros qui est vraiment le fun, là. Tu sais, t'as une race d'extraterrestres qui arrive sur Terre pour détruire le dernier kryptonien, puis Superman a disparu. Ça fait que, au moment où il n'y a plus de technologie rien qui marche, Batman doit réussir à sauver le monde au grand complet, puis il se montre une équipe, là. Vous irez voir son équipe, ça n'a pas de bon sens, là. Mais moi, je prendrais plus de trucs. Il y a le Green Lantern écureuil, t'as Lex Luthor qui est là, t'as Aqualad, il y a vraiment une équipe qui est très hétéroclite. Et elle font la BD. Parce que tu sais, tu suis quelqu'un comme Wonder Girl qui ont ajouté, là, j'adore Joel Jones, là, mais ça va nulle part, là. Elle est déjà rendue à 2 Crisis. Chris, elle a été inventée il y a 3 ans qu'elle n'a même pas eu le temps d'avoir sa propre histoire encore. Ils l'ont déjà remplacée parce que là, ils amènent la fille de Diana. Tu sais, Yara Fleur, ça fait même pas 4 ans qu'elle est là. Puis, elle est déjà 2 Crisis. Ouais, parce que c'était la seule qui n'avait pas encore un enfant, c'est que... La bonne nouvelle, c'est qu'elle a un peu de stock, puis ça va permettre à un jeune auteur qui l'aimait ou non, mais qui a quelque chose à raconter dans genre 10 ans, de l'apprendre, puis de faire un 6 numéros. Je suis en train de suivre présentement Wonder Woman, puis après l'avant-dernier Crisis, où elle s'était sacrifiée, là, après Dead Metal, quand il l'avait ramené, c'est super intéressant, mais quand elle l'a repogné justement dans le trouble avec sa famille, c'était Themyscira, puis après le problème avec les Panthéons, là, tu faisais comme... Ouais, il y avait vraiment rentré trop de monde justement avec la Wonder Girl. Et c'était terrible. Tu fais comme, là, il y en avait trop mis, puis il essaie de faire de quoi là-dessus. C'est parce que tu arrives sur les statu quo avec la nouvelle reine qui est là, tu fais comme, je suis plus, puis je sais pas pourquoi elle est là. Juste des Wonder Girls, là, t'as Donna Troy, t'as Cassie, t'as la Yara Flor, t'as Nubia qui est rendue Nubia. Il va y avoir la fille qui est Tom Taylor. Puis là, t'as la fille qu'on va créer. T'es rendu à 5 à un moment Tom donné. King qui va être dessus. C'est Tom King. Tom Taylor, il est sur Titans. Tu sais, à un moment donné, là, jusqu'à combien tu peux te rendre? Là, avant ça, il y avait juste le Flash qui était comme ça. Rappelez-vous. Ouais. Mais ça faisait partie de l'identité de Flash. Il écrivait la Flash Family. C'est ça, il y en avait en Chris, mais là, c'est parce qu'ils sont tous rendus comme ça. Même Superman, t'en as parlé. Puis Batman, quand ils ont donné un fils, on s'est tous tapé la tête dans le mur en se disant, mais quelle idée de merde. Puis finalement, ça a quand même bien viré. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'avec Superman aussi, c'est parce que même les Batman, ils veulent ramener le Brave and the Bold et compagnie, c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui avaient été écrites, puis beaucoup de personnages, j'en ai souvent parlé, qui avaient été oubliés, tu sais, de Superman, là. Power Girl et compagnie, mais Supergirl n'existait plus, elle n'avait plus de série, ça va faire quoi? Ça va faire 4-5 ans qu'elle n'a plus de série, Supergirl? Facile. Steel n'existait plus. Non.
sais, à un moment donné, tu perds la trace de ces gens-là. Superboy, il a été ramené, puis tout le monde oublie qu'il l'avait ramené. Lequel, le Connor ou... Connor, le clone, là. Le clone de Lex Luthor. C'est Bendis qui l'avait ramené, puis il était tombé dans l'oubli. Ah non, c'est le gros problème. Puis présentement, ils ont même ramené, c'est comment il s'appelait, Kanan, c'était le Superman asiatique dans l'époque. Et tabarnache, là, tu me perds. Ouais, ils l'ont ramené. Hein. Ouais, c'est celui qui avait eu, qui a fait 6 numéros, là, à l'époque où Lana puis Lois étaient devenus des Superman qui se sont splittés. Tu vois, c'est comme je parlais de Flora tantôt, là, genre, ils l'ont créé pour qu'un jour, un auteur qui a une idée avec le personnage puisse le Pour ramener. moi, Black Label, si tu poses la question, je pensais à l'époque, puis je pense encore, mais je crois qu'il n'y croit pas, que moi, c'est l'avenir de la bande dessinée. Et la raison pour laquelle il n'y croit probablement pas, c'est qu'ils se sont donnés comme restriction de mettre juste du talent connu et hot là-dessus. Ils prennent peu de risques avec ça. Ils prennent peu de risques avec ça, puis ils ont encore dans leur tête que les nouveaux vont se casser les dents avec justement ce que tu viens de dire, des personnages de marde. Puis tu sais, ils ont une base de fans hardcore qui vont continuer d'acheter n'importe quel style de marde, même s'il y a c'est incompréhensible. L'aspect collection entre en jeu là-dedans, là, puis c'est always the same shit. Ouais. Mais ça brûle des auteurs, là, parce que regarde un gars comme Tom King puis Tynion, qui sont probablement deux des plus grosses forces d'écriture dans BD moderne. Puis genre, tu sais, le Batman, là, après Snyder puis avant Zdarsky, là, ça passera pas à l'histoire. Là. Non, mais ça brûle des auteurs. Sauf que Dawn of DC ramène des bonnes idées, puis... jusqu'à la prochaine Crisis. Ouais, c'est ça. Là, j'ai peur. Taylor a du stock pas mal là-dessus. Je t'aurais lire Titan, c'est intéressant. Le premier numéro de Titan, c'est vraiment excellent. Là. Puis, tu sais, c'est justement qu'est-ce qu'il va faire. Il va-tu venir un petit peu hors continuité, parce que... J'étais là, c'est excellent, mais il y a beaucoup de Nightwing. Puis mais... j'étais là, je sens pas le côté Titan en lisant ça. Mais là. c'est parce qu'il n'y a pas le choix, c'est parce qu'il fallait il sort de sa série Nightwing, puis il faut qu'il ramène les Titans. Ça fait longtemps qu'il n'est pas là, c'est qu'il n'a pas le choix de faire briller son Nightwing en parallèle, parce que en plus, c'est lui qui a du cash à cause de Bloodhaven, il est rendu plus riche que Batman. Ouais. Puis donc, clairement, c'est le front de son équipe, c'est correct. Et puis sauf que même le Hal Jordan, la façon que l'on l'a ramené, j'ai beaucoup aimé ça aussi. C'était le temps que le Green Lantern revienne sur Terre. Mais tu sais, je suis curieux. J'espère que ça va ramener des bonnes idées, le Dawn of DC, c'est parce que même il y a des séries comme Wildcat qui étaient supposées de 6 numéros qui continuent. Et présentement, c'est parce qu'il lance à peu près tout en 6 numéros. Mm-hmm. Puis il jette les pions pour voir qu'est-ce qui va fonctionner. Mais j'en ai quand même parlé tout à l'heure. J'ai une grosse curiosité. C'est rare que ça nous arrive dans le podcast, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, Marvel a piqué mon intérêt. Ils ont piqué mon intérêt. Moi, ils ont vraiment piqué mon intérêt. Si vous refaites des X-Men qui m'empêchent d'avoir un épisode comme le célèbre épisode qu'on a déjà fait... Écoute, genre, joke à part, là, je pense au mystérieux que j'ai entendu ça hier, là, mais il y a un podcast qui fait de l'analyse super poussée des X-Men, là, genre qui passe des dizaines de minutes sur chaque case. Là. Puis ils en ont fait un podcast sur l'épisode comment ça s'appelle Tara Mingletor. Tara Mingletor, là. Est-ce que ce podcast-là où ils parlent du personnage puis ils font son background sur 5 heures de temps. Tabarnak! Puis genre, j'écoutais ça, j'étais comme, oh my god, ok. Fait qu'on n'est pas cons, là, nous autres, du 40 minutes où vous en avez parlé, d'être complètement perdus. Pas compris, là, la patente. Ça, c'est. Faut l'avoir lu. Faut être dédié, rendu là. Tu sais, je veux dire, c'est une vocation, là. Mais sauf que. Il y a juste l'affaire, là, c'est que oui, je suis excité aussi, je trouve que c'est une bonne idée. Sauf que dans ça, des scénaristes puis des écrivains, à côté de la porte, là, il faut qu'il y ait un écriteau no Jeff Lowe. Oui, il faut qu'il y ait ça. Puis il faut qu'il y ait aussi un don't do the same shit with a twist. Non. Don't rush the same shit. With a Parce twist. Que, sérieusement, Spider-Man, ça avait bien été. Ultimatum, mais tu sais, les Ultimates, ça allait bien. Quand ils sont arrivés sur X-Men, je pense au numéro 12, ils avaient déjà fait la Phoenix Saga. Oui. Ils ont tous voulu rusher dans la première année, ça avait aucun sens. Parce qu'ils voient arriver ce qui a déjà pogné, puis ils savent aussi que les jeunes ont déjà entendu parler de Phoenix Saga, ont déjà entendu parler de la Clone Saga, ont déjà entendu parler des grandes histoires Day of Future Past. Ils ont entendu parler de ces histoires-là parce qu'ils les ont vues soit en dessin animé, soit au grand écran. Fait qu'il y a comme un rush de se dire, il faut que ce soit là. Mais rappelle-toi au début des X-Men, ils prenaient quand même des hosties de risques qui étaient intéressants. Charles Xavier, dans cette série-là, était un hostie, là. J'ai pas beaucoup les X-Men, j'ai surtout les Ultimates. Des fois, c'était quasiment lui le méchant, là.
Puis tu sais, c'est grâce au Ultimate qu'on a eu Chris Evans en Captain America. Ben oui. Parce que Captain America, faut pas oublier que c'est un humain au pic de la forme d'un être humain. Là. C'est un gars qui est capable de bencher 800 livres en état bon. C'est que contre le Hulk, ben, contre Ultron, il meurt. Puis tu sais, ça a toujours été le problème, même à l'époque, on lisait, c'était Civil War qui se battait contre Iron Man, ça n'avait aucun sens. C'est un humain normal qui se battait contre Iron Man. En réalité, il se faisait désintégrer en 8e de seconde. Là. Il n'y avait aucune chance. Tandis que dans Ultimate, c'est un essai du sérum qui est créé Hulk. C'est un super soldier. Ce super soldier, il est aussi fort que Hulk. Oui, parce que c'est le Hulk gone right. Exactement. Mais parce que Hulk, c'est Captain America gone wrong dans cet univers-là. Effectivement, puis le Hulk, la seule différence qui peut être plus fort, c'est à cause de sa colère puis qui est incontrôlable. Exact. Tandis que Captain America a un contrôle sur ce qu'il fait. Puis ce Captain America, là, était un soldat. Il avait des mitraillettes puis il tirait dans du monde. Un soldat. Oui. Puis, mettons qu'on... C'est pas la première fois qu'ils le font, mais... T'sais, rendez ça accessible. Si vous voulez que les gens lisent, rendez ça accessible pour du monde qui ne l'ont jamais lu. Absolument. New 52 style. Oui, vraiment. Recommencez vos bases. Là, à la limite, puis il y a des fans qui vont donner parce qu'ils vont dire Iron Man, il n'est pas supposé faire ça, il n'est pas supposé être de même. Ouais, mais il faut que tu fasses des sacrifices. Faites attention à la main de Rick. Ne prenez pas de décision précipitée parce qu'elle vous semble cool. Hey, on va vraiment être ailleurs, on va tuer Jean Grey. Pour te rendre compte que tu viens de te fermer un paquet de portes innocemment pour un twist où tu as voulu faire comme surprendre le lecteur. Puis là, tu crées un déficit de crédibilité parce que ce qui arrive, c'est il n'y a personne qui reste mort dans BD, tu reviens tout le temps, puis là, à cette heure, on n'y croit plus. Fait que là, tu vas être obligé de le ramener. Et jamais revenu à Manric. Ouais, mais tu sais, là, c'est pas de la BD de super-héros, c'est du... La main de Rick, non, elle n'est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue, mais tu sais, c'est une série, c'est pas un multivers. Non, tu comprends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, il faut que tu sois capable de surprendre ton auditoire, il faut que tu sois capable de reprendre des classiques pour les faire découvrir à des plus jeunes, with a twist. Mais il faut surtout que tu fasses pas ce que t'expliquais, Alan, là, du Jeff Loeb. Tu sais, genre, rusher 50 ans d'historique de comics dans un an et demi. Ouais, puis pas juste ça. Pas donner une série avec un ultimatum à un gars qui est en dépression puis qui voit noir. Ouais, non, ça, c'était pas une bonne idée. Sérieusement, Magneto a viré épaule puis ça a fait un raz-de-marée puis il a noyé tout le monde en 2 cases, là, hein. Quoique Magneto dans New X-Men n'était pas plus doux, là. Ah, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est la façon que le monde était mort dans l'ultimatum, ça avait juste aucun sens, là. À sa défense, son fils venait de mourir du cancer. Quand j'ai dit qu'il est en dépression puis qu'il voit du noir, c'est pas mal ça que je voulais dire, OK? Mais Marvel n'avait pas pu prévoir. Jean-Nic, essaye pas de le sauver, c'est pas grave, ce podcast-là avec Ron Jeremy au début, déjà, scrap, fait que c'est comme... Il y a rien. Essaye pas de sauver ce qui reste de podcast. 12 pouces, 5$. J'imagine que vous l'avez vu, mais anyway, Jeff Loeb, c'est plus de shit. Là, il écrit plus, c'est plus. Il a été tassé. Là. Il a été une sommité à un certain moment. Moi, je pense que Marvel sont allés chercher quand il avait déjà tout donné ce qu'il y avait de bon dans lui. Probable, oui. Ils ont donné commande. Ils ont fait Oh my god, c'est le gars de Long Halloween. Laissons-lui faire ce qu'il veut. Puis... ça a été un succès, son Red Hulk. Ça Puis déjà dans Hush, t'avais des signes que. Merci à Jim Lee qui avait lancé un peu le hype autour de cette série-là, parce que déjà, tu voyais que ça commençait là, tranquillement pas vite. On était en 2003 à ce moment-là, alors que Long Halloween, c'est quoi, 97? 98? D'ailleurs, je suis dû pour le relire encore. C'est bon. Ouais. Puis tu sais, ça bénéficiait aussi de... C'est une team. Là. Il était avec Tim Sale là-dessus. Puis tu sais, Tim Sale complémentait le genre de dialogue. Parlant de Hush, là, tu savais qu'il y avait sorti le 25e anniversaire, le hardcover. Il y avait une histoire qui représentait une suite possible. C'est pas le 30e? Peut-être 30e, là, ouais. 30e anniversaire. Ils ont comme ramené quelque chose qui va peut-être ramener une suite dans pas long. Là, il y a beaucoup de spéculation là-dessus. J'aimerais ça. J'aimerais ça. En même temps, sais-tu quoi? Dark Victory, j'avais pas tant aimé, puis c'était pas tant nécessaire. Puis When in Rome, quelle déception quand j'ai lu ça. Ouais, When in Rome, c'était... Dark Victory, j'avais aimé ça quand même. C'était correct. J'aimais Robin dans Dark Victory. Ouais. J'aimais genre... Ça fait bizarre, j'aimais Robin. Toi et Edgar Fruitier... J'aime quand Robin est très très jeune. On a parlé de Nightwing tantôt, j'aimais pas ça, je trouve qu'il est trop là. Je l'aime pas, il est trop vieux. Robin, ça va. Robin, ça passe. Hey, messieurs, on fait-tu un poison avant de partir? Oui. Puis je vais commencer pour vous laisser le temps de réfléchir parce que je vois Jean-Nic qui a pas l'air de savoir c'est quoi. Il va parler de Jeff Lemmy. Je sais, mais c'est de trouver quel projet de Jeff Lemmy. Tu pèseras sur les pitons là, puis il va parler de Jeff Lemmy. Est-ce que tu vas parler de Jeff Lemmy?
Ah! C'était Oui. pas une joke. Oui, hein, c'est sûr. Ok, Ouais, ça fait assez longtemps. Même, ça. OK. Fait que je vais vraiment commencer. Foubar sur Netflix. Nouvelle série comédie d'action d'Arnold Ça Schwarzenegger. a vraiment pas de l'arrêt de bon. Ouais. J'ai adoré. Ben, toi, c'est parce que tu tripes Schwarzenegger. Ouais, c'est comme- ça. Est-ce que t'as un parti pris pour Arnold? Absolument pas. Puis, tu sais, J'ai- et tu sais que c'est un violeur aussi, puis il l'a avoué. Tu me cries ça. Non, c'est pas un violeur, c'est un tripoteur. Ah, ok, c'est Il tellement a mieux. tripoté des femmes. Il les a pas violées. En tout cas, selon ses dires. Mais, ouais, dans le documentaire, il en Dont parle. sa maid qui a donné un enfant. Oui. Et en la tripotant. Et il a essayé de le cacher alors que son enfant avait une grosse face d'Autrichien musclé. C'était genre lui en Genre, peinture. là. c'était... Il est venu au bord, puis il a pas pleuré, c'est allumé un cigare. Tu sais, c'était sûr que c'était lui le père. Est-ce que là. c'est votre enfant? Non. Non, ce n'est pas mon enfant. Papa! Il s'appelle Peter Strauss. Ah, Et non Peter Schwarzenegger. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Mais Foubar, j'ai vraiment aimé ça. D'abord, tu te débloques le cerveau. Puis c'est un genre de Brooklyn Nine-Nine, rencontre The Office, rencontre n'importe quel film d'action d'Arnold Schwarzenegger. Prends tout ça, mélange ça dans un sac, puis ça te donne la série de 8 épisodes avec lesquels j'ai eu énormément de fun. Et il y a un de tes acteurs que t'aimes beaucoup. Je me souviens pas si c'est Alan ou Jean-Nic qui l'aimait, là, dans Dark Fate, Gabriel Luna, qui jouait le méchant. Oui, là, je le- l'aime bien. Ben, celui qui joue dans Luna, c'est pas Endor. je sais pas si c'est dans... Non, c'est pas dans Endor, c'est... C'est pas Endor. Non, c'est pas Endor. Non, ben, tu C'est sais. lui qui faisait le méchant dans Terminator Dark Fate. Là. Ah, mais Ben, tu il sais, jouait dans la suite de ben, Dirty mais tu sais, Dancing, quelque chose non, de même. non, mais c'est lui qui fait le Ghost Rider dans série Shield. En tout cas, je l'aime comme acteur. Je l'aime vraiment. Puis ils l'ont ramené dans cette série-là. Je sais pas si Schwarzenegger s'est lié d'amitié avec ou s'il a trippé sur l'acteur en question. Mais c'est vraiment le fun. L'histoire est super simple. Là. Ah oui, il a mélangé un peu vrai mensonge aussi là-dedans. Schwarzenegger est un agent de la CIA. C'est la journée de sa retraite. Donc, il s'apprête à quitter sur un bateau. Puis il veut regagner sa femme qui, elle, est en train de refaire sa vie avec un espèce de voisin Flanders. Puis, tu sais, dans sa tête, il y a un plan pour reconquérir sa femme, ses enfants, sa petite fille parfaite, son fils qui fait une espèce d'application, puis ça ne l'intéresse pas parce qu'il trouve ça juste ridicule. Sa fille, c'est la petite fille parfaite, puis il l'a amené faire des récitals de piano, puis il l'a bien élevé, puis il vit dans le mensonge parce que sa famille n'a jamais su qu'il était dans la CIA. Jamais. Comme un vrai mensonge. Et donc, c'est sa retraite. Mais la CIA lui dit, écoute, on a perdu les communications avec un agent dans un endroit où, écoute, là, c'est le terrorisme solide. T'as tué le père d'un petit gars, t'as essayé de faire amende honorable en l'envoyant dans les plus belles écoles, en espérant en faire quelqu'un de bien. Guess what? Il a repris les opérations de son père, mais genre fois 1000 parce qu'à ce temps, il est éduqué. Donc là, c'est la folie. Là. Il court après l'arme nucléaire. On avait envoyé quelqu'un. La personne a coupé le contact. Faut que tu l'extractes de là parce que t'as un bon lien avec le petit gars. Le petit gars va se rappeler de toi parce que ton cover a jamais été brisé. Même si tu as tué son père, il l'a jamais su que c'était toi. Tu es encore un ami de la famille. Donc, on a besoin de toi de reprendre ce cover-là et d'aller sortir notre agent. Bon, ben, guess what? Quand il arrive sur place, l'agent qui doit sortir, c'est sa fille. Qui, elle aussi, lui avait menti parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour être dans la CIA. Elle retenait de son père. Puis... Et s'ensuit, d'épisode en épisode, des missions dans une plus grande mission d'arrêter ce méchant-là, ce terroriste-là. Puis honnêtement, c'est con, le scénario, c'est pourri. T'sais, Alan, tu vas détester, mais c'est pas grave parce qu'une fois que tu t'es débloqué le cerveau, c'est extraordinaire. Et on doit à cette série-là l'autre bout de mon poison qui est extraordinaire parce que grâce à ça, il y a une association entre Schwarzenegger et Netflix. Et Schwarzenegger a porté à l'écran sa biographie Total Recall qu'il a appelée Arnold en 3 épisodes. Sa carrière de culturiste, sa carrière d'acteur de cinéma, sa carrière de politique. Et c'est aussi bon que le livre que j'avais lu. Il se cache pas. Bon, on a fait référence tantôt au tripotage. Il en parle. Il revient là-dessus. Il va même jusqu'à inviter la journaliste qui avait sorti les histoires à l'époque. Tu vois pas ça tous les jours. Là. Quelqu'un qui invite dans son propre documentaire la personne qui a tenté de le sortir du jeu de l'équation politique. Là. Et il revient sur les affirmations qu'il avait faites à ce moment-là. Puis, honnêtement, c'est du bonbon. Si vous n'êtes pas convaincu par Foubar parce que ça ne vous intéresse pas, vous trouvez que ça va être... Le documentaire, ne serait-ce que pour bien connaître le personnage d'Arnold Schwarzenegger, c'est super bien fait. Vraiment, ça vaut la peine. Alors voilà. Ouais. Foubar,
peut-être un jour, je sais pas. Là, ça Ben, me ça parle s'écoute bien, là. ouais. Mettons que t'es dans vacances, t'as rien à écouter, tu te dis, bon, je vais Ouais, peut-être en me taper faisant ça, autre là. chose. C'est ça. Mais le documentaire, clairement. Ah, le documentaire, c'est vraiment je très, vais très, voir très, le très, film. très bien. Qui veut suivre? Je vais suivre. Oui. Moi, comme je l'ai dit au début du podcast, hier, je suis allé voir Transformer Rise of the Beast. Mhm. C'est une suite de Bumblebee. C'est indirect parce qu'ils feront juste le lien comme de quoi que Bumblebee, vu qu'il aime les humains, c'est parce qu'il y a eu une amie fille. Mais la fille, est encore là ou elle est Ben, sortie c'est d'équation? presque 10 ans plus tard, c'est en 1994 que ça se passe. Ok. Tu Mais sais, c'est parce quoi, elle que... est pas morte, elle était pas jeune? là? Ah, mais c'est parce qu'il l'avait abandonné quand même à la fin du premier. Ah oui, ok. Mes souvenirs sont loin. là. Ça fait que, tu sais, t'es encore dans cet univers-là. On est toujours dans le soft reboot, presque complet des Transformers, parce que ça se passe nettement avant tout ça, Michael Bay. Mais ça a-tu quand même un lien avec Michael Bay? Ça Absolument aucun. Ça a-tu un lien avec Bumblebee? Oui, ben, oui, ça oui, ce c'est qu'il vraiment dit. une suite. Sauf que, tu sais, ils en font pas vraiment lien, ils en parlent pas. Ça fait que, tu sais, leur objectif, c'est que vu que Bumblebee avait pogné sur le long terme à cause du bouche à oreille, parce que Des le film était critiques, bon, là. des critiques. Tu sais, le monde ne sont pas allés voir en salle, mais ils se sont tous fait dire qu'il était bon. Puis après, le monde l'a écouté, ils ont fait ouais, finalement, c'est vrai que c'est un bon film. C'est mon cas. Ouais. Puis, tu sais, dans Rise of the Beast, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont vraiment en bas du niveau de Michael Bay sur les exagérations, les explosions. Ils travaillent encore sur une histoire. Parce que là, ils présentent les Beast War qu'on avait connus des années 90, la série qui était faite en l'informatique. En vieux CGI. Ouais, qui a mal vieilli, mais qui reste une des meilleures histoires de Transformers. Puis, on retourne aux sources, parce que aux sources, c'est que là, c'est Unicron, qui est le dévoreur de planètes, qui va venir. Ok, ben ça fait longtemps qu'on attendait de le Puis, voir. tu sais, c'est le Unicron que tu as vu dans le film de 1986. Ce qui arrive pour dévorer une planète, là, c'est t'as l'impression de voir des séquences du film de 1986. C'est que les looks sont très G1. C'est le fun pour ça. Le scénario est d'une stupidité. Les personnages aussi, les dialogues, sauf que moi, ce que j'aime bien de ce film-là, c'est qu'au niveau des séquences d'action, l'allure des Transformers G1, le Unicron qui était là, c'est que quand tu finis le film, puis que le générique part, t'as l'impression d'avoir écouté un cartoon d'à peu près des années 80, puis d'avoir le même plaisir que quand t'étais jeune, puis que t'écoutais ça. Tu sais, c'est comme... Oublie le fait que t'as été voir un film. Pense plus au côté cartoon. Qu'est-ce que c'est des Transformers? Ah, ça c'est cool. Puis tu sors de là, puis tu sais, le fun, tu l'as eu. Tu sais, t'aurais peut-être pu plus voir les Maximals, parce que ça passait vite. Mais sauf que c'est pas grave. Le fun cartoon était là. J'ai vraiment eu du plaisir avec ce film-là. Ah, c'était con, mais con comme la lune. Là. Ça avait aucun sens. Là. Mais ça fonctionne. Et le cliffhanger à la fin, là, sérieusement, c'est brillant et risqué en même temps. Mais sérieusement, c'est vraiment cool. Mais ils vont-tu aller là pour vrai? Pour de vrai, c'est Mais confirmé. c'est confirmé tout, là? Parce Ouais, que c'est ça a pas fait confirmé. d'argent beaucoup, là. Ben, le film a fait au-dessus de 3 fois ce que Bumblebee avait fait. Ce film-là est un succès en ce moment. OK. Mais il se rembourse-tu? Il va se rembourser. Il n'y Ok. aura pas de problème. Il ne fera pas une tonne d'argent, mais sauf que sur le long terme, avec les projets qu'ils veulent faire, tu sais, si tu prends Bumblebee, qu'est-ce qu'il avait fait, puis lui, il est genre 300% ce qu'il avait fait, il a fait 3 fois dans sa première fin de semaine. Tu sais, c'est pas un échec, là. OK. C'est qu'ils voient qu'ils sont sur la bonne voie. C'est que c'est à continuer à partir de ça. C'est bon. Jeff Lemire, maintenant. Ouais, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Je vais y aller avec une BD de Jeff Lemire qui s'appelle Little Monsters. Je pensais que c'était une blague. Non, je suis très sérieux, puis c'est extrêmement rafraîchissant. Non, oui! J'espère que c'est plus rafraîchissant que ton poison. J'aime beaucoup quand un dessinateur, scénariste comme Jeff Lemire se trouve un artiste avec lequel il a du plaisir. Là, il fait cette BD-là Quelqu'un qui sait dessiner? avec Dustin Nguyen, sur lequel il a fait Robin and Oui, Batman oui, chez oui. DC. Oui. C'est un gars qui a un style qui ressemble un peu, qui est enfantin, très Ça pastel. ressemble un éclair. peu à... Comment est-ce qu'il s'appelle? Frank Quitely? Ça ressemble un peu à ça, je trouve. Un petit peu à Quietly, mais Ouais. Quietly est comme plus adulte, puis Nguyen, il a un style, on va dire, plus enfantin. Ok. C'est comme ma manière de l'exprimer. Là. Oh, mais oui, c'est ça correct. peut Mais se y ressemble, ressembler un je peu. trouve, moi. Puis le concept de cette série-là, ça se passe dans un univers post-apocalyptique. On suit une gang d'enfants qui vivent ensemble. Ils ont été élevés par des adultes, mais là, les adultes ont disparu. Fait qu'ils vivent selon une espèce de code où il faut pas qu'ils fassent du mal. On se rend compte que ces enfants-là, dans le fond, c'est des vampires. Puis ils ont Ok. été entraînés à manger des rats. Puis pas toucher aux êtres humains. Ben, pourquoi Et pas? à la fin du premier numéro, il arrive une situation où il y a un jeune enfant avec son père qui est un survivant qui se fait attraper. Puis là, il y a un jeune enfant qui il résiste pas à sa tentation puis dévore le père du petit enfant. Fait que là, ça crée une séparation dans le groupe de kids. Puis c'est la prémisse de cette BD-là.
on va suivre cette gang de kids-là qui se chicanent sur est-ce qu'ils doivent continuer de suivre le code moral qui ont été inculqués ou s'ils doivent aller avec leur instinct puis dévorer les derniers survivants. C'est chez Image Comics. Jeff, il y a comme souvent des patterns qui reviennent. Puis là, c'est comme, il a vraiment trouvé une petite bonne idée. C'est super bien écrit. Je pense, moi, c'est le genre de truc que ça me parle beaucoup parce que j'ai un kid, puis on dirait que ça résonne plus avec moi. Mais c'est pas ongoing, ça, là. C'est... Présentement, c'est encore ongoing. Il y a genre deux trades. Là. Il y a deux trades de fait. Numéros donc, il y a une possibilité que ça continue. Le deuxième trade va sortir au mois d'août. Là. OK, donc c'est possible de le prendre. C'est très récent, là. Oui, c'est pas ça vient de sortir, mais c'est du ongoing. Là. OK, donc c'est possible de le prendre. Ouais, puis je vous dirais, tombez là-dedans, laissez-vous bercer par Jeff Lemire. Jeff. Si tu me demandes à moi, Jeff Lemire, il fait du exceptionnel, puis dans ses pires moments, il fait du correct. Là, on tend vers l'exceptionnel. Genre, c'est le genre de série que j'aurais pas de misère à mettre dans son top 5. Là. OK. J'ai vu sourire Alan, c'est parce qu'il est pas prêt pour le prochain podcast, parce que là, on va faire des podcasts quand même assez rapides. Il y a Flash qui s'en vient en fin de semaine. Oui. On va aller le voir, fait qu'on va avoir l'occasion de revenir. Et oui, mon poison, ce sera les cartes Magic de Lord of the Rings qui sortent cette semaine. J'ai vu Alan regarder mon fond d'écran de téléphone et se casser la tête en disant « Urk, oui, ce sera ça, mon poison. » Puis moi, je vais éviter une grippe d'intervention pour essayer de l'aider là-dessus. La seule raison qui pourrait t'empêcher, c'est si jamais tu pognes le One Ring. Ben, il n'y aura juste pas de podcast. Ouais, c'est ça, Martin. Hey, le Bounty. C'est t'acheter un château sur la lune. De toute façon, le groupe d'intervention sera pas compliqué. Ça va être ses reçus et sa femme. Oui. Mais en passant... Je vais les mettre les deux dans une même pièce. Mais le Bounty, ce matin, est passé à 2 millions. 2 millions. Il y a une boutique qui a officiellement offert ce matin 2 millions. Et je vous rappelle que Post Malone n'est pas encore rentré dans la danse. Parce que s'il rentre, puis qu'il est sérieux, puis qu'il veut, jusqu'où ça peut monter? Je pensais un matin, genre déballer un booster, puis la pogner, puis là, j'étais là, je serais-tu assez coquille pour dire, genre, je la garde? Hey, non. La poignée, te rends compte que tu stresses tellement que tu te rends compte que tu tiens serré, puis tu te rends compte que tu sues. Mais ça sera pas grave. C'est pas grave. Elle est unique. Elle est 1 de 1. C'est pas grave. Genre, tu sais, y a-tu quelqu'un qui va dire, je t'offre rien qu'un million, t'as mis ton doigt graisseux dessus? Ouais, tu sais, j'en ai une meilleure. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la seule. Je pourrais la grainer, là. Elle perdra pas de valeur. Et l'autre, j'allais dire de quoi à propos de ça? Mais en fait, oui, c'est ça. C'est l'autre tactique que j'entends beaucoup quand je lis sur les forums, puis je parlais avec les gens des Deux Légendes qui avaient exactement la même idée. C'est que la personne qui va l'ouvrir, là, il y a une grosse possibilité, si tu veux vraiment être evil, de ne pas le dire. Puis d'acheter des boîtes. Et d'attendre, au fur et à mesure que le temps passe, les boîtes vont exploser. Parce que moins on va entendre parler qu'elle est sortie, plus les boîtes scellées montent en valeur. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est quand même chien faire ça, parce que là, ça va engrosser Hasbro. Mais c'est vraiment chien, parce que là, ça va être la course aux boîtes. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que tu t'achètes une coupe de boîtes, puis là, t'attends. Ah, imagine avoir payé genre des boîtes à 100$, les acheter à 400$, parce que là, tu te dis, ça fait 2 mois, il y a pas mal plus de fentes à sortir, puis que c'est moi qui l'ai. Il n'y a pas ce phénomène-là avec des vieux boosters de Pokémon, des vieilles boîtes. Absolument. Là. Même phénomène. Donc, tu conserves les boîtes, puis t'attends, puis tu vis sur tes boîtes, là. Rendu là. Ben, peut-être pas assez pour vivre sur tes boîtes, mais tu fais patienter un peu. Mais la tentation, je veux dire, dès qu'elle va être ouverte, tu le sais qu'il y a un bounty de 2 millions dessus. Là. Je vais arriver aux Deux Légendes. Salut les gars, je voudrais mon 2 millions, s'il vous plaît. Je vous la vends 1 999 999. Je vais le prendre en petite coupure si ça vous dérange pas. Non, mais tu sais, 2 millions, là, t'imagines-tu, là, pour une carte, là, c'est... tu sais que tu as plus de chances de gagner à 6,49. Hein. Plus de chances au loto max. Ouais. C'est sûr et certain. Parce que c'est... Écoute, mais il y a d'autres cartes qui sont numérotées, qui valent de l'argent, mais le One Ring, j'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre avant que cette carte-là sorte. Vraiment. Parce que là, les paquets commencent à s'ouvrir. Il y en a déjà qui ont commencé à s'ouvrir là. Puis vendredi, il y en a plusieurs qui vont s'ouvrir. Intéressant. À suivre. Messieurs, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bye.